Bonjour, bienvenue à Magnum Opus. Je m'appelle Alexis Tétrault en compagnie de Pierre Norris et David Santarossa. Aujourd'hui, on s'attaque à Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors, messieurs, bonjour. Qui veut lancer les hostilités? Je me lance. Oui, en fait, je pourrais commencer peut-être en parlant de mon premier contact, en quelque sorte, avec le livre, la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Si je me trompe pas, c'était en secondaire 4, peut-être secondaire 3, je pense que c'est en secondaire 4, que mon enseignante de l'époque nous avait fait lire ça. Et j'ai un excellent souvenir de ça. Je pense que globalement, on avait, je parle pas juste de moi, là, mais ma classe, on avait apprécié la lecture. On avait écouté, je pense pas le film au complet de Depardieu. On en reparlera peut-être tantôt. Mais globalement, on avait beaucoup aimé. On avait beaucoup aimé. Il y avait quelque chose de très, très différent aussi là-dedans. Et j'ai un souvenir très particulier qui est pas nécessairement avec le contenu. En fait, il n'est pas du tout en lien avec le contenu du livre. Mais je me rappelle très bien qu'à l'examen sur le roman, pas sur le roman, mais sur le livre, j'avais oublié mon livre à la maison. Puis j'étais le seul de la classe qui l'avait pas. Ouais, c'est ça. Malheureusement, je me rappelle pas du résultat que j'ai eu. Peut-être que c'était pas super bon, en fait, là. Mais c'est comme un souvenir très particulier que j'ai avec ce livre-là. Là. Tu venges le toi de 15 ans aujourd'hui. Oui, voilà, exactement. Vas-y, Pierre Norris. Oui. Moi, ça remonte quand même à loin, mon premier contact avec cette œuvre-là. C'est en 6e année du primaire. J'ai eu la chance d'aller à une école primaire qui avait une espèce de gros programme de théâtre. Puis de la première année jusqu'en 6e année, c'était toujours un gros projet qui occupait chaque classe. Puis c'était vraiment une grosse affaire, là, avec des scènes puis des choses qui étaient construites. Puis il y avait des gros accents qui étaient mis là-dessus. Je salue d'ailleurs, j'espère qu'il nous écoute, mon prof de 6e année, Benoît Corriveau, qui était un peu l'architecte de tout ça. Et justement, en 6e année, il nous avait fait pratiquer. C'était pas ça notre pièce, c'était pas Cyrano, mais il nous avait parlé de la tirade du nez, puis il nous l'avait fait lire, puis etc. Puis là, à la fin de la journée, moi, j'étais curieux, je suis allé lui parler. Il m'avait raconté, en gros, l'histoire de Cyrano de Bergerac. Ça m'avait vraiment impressionné, intéressé. Je me suis pas tout de suite attaqué au livre. C'est plus au secondaire. Et là, c'était pas dans un cadre d'un cours. C'est vraiment une lecture personnelle. J'ai fini par l'emprunter et le lire. Ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai pas retouché après, pendant longtemps. Je l'ai relu quand j'étais à l'université. Puis là, maintenant, c'est ma 3e fois que je le lis. Et c'est toujours une grande joie de retomber là-dedans. Mm-hmm. Moi, c'est une œuvre très importante pour moi. Chez moi, j'ai souvent entendu c'est un rock, c'est un kick, c'est un cap. Mm-hmm. Comme, ma mère disait souvent ça à la blague. Tu sais. Puis j'ai jamais trop compris pourquoi. J'avais jamais trop compris pourquoi jusqu'à ce que le TNM monte la pièce de théâtre en 2014. Théâtre du Nouveau Monde. J'avais 20 ans. Puis je suis allé voir la pièce. Et puis j'ai été complètement happé. Là. C'était magistral, là, absolument magistral. Pour le coup, c'était une mise en scène de Serge Denoncourt. Et Cyrano de Bergerac était joué par Patrice Robitaille, qui généralement a plus les rôles de grand nigo là, dans les différentes émissions et films. Là, et franchement, là, il rivalisait avec Depardieu puis avec Daniel Sorano, dont je vais parler tantôt, là, mais il était absolument lumineux. Là. J'ai des souvenirs de la dernière scène, là, la mort de Cyrano, où sur scène, l'éclairage est comme tamisé, il y a des feuilles qui tombent du plafond, puis il est au milieu de la scène avec celle qui jouait à Roxane, puis c'était là, absolument magistral. Là. Alors, à partir de ce moment-là, moi, Cyrano est un peu rentré dans ma vie parce que quand j'avais 20 ans, j'ai lâché l'université 1 an. Parce que je m'étais essayé en sociologie à l'UQAM, j'avais détesté, j'avais vraiment, vraiment pas aimé ça. Puis j'ai travaillé, puis mon travail, pour faire court, comme consistait à lever de lourdes charges au salaire minimum, là. Fait que c'était pas tellement intellectuellement stimulant. Alors j'avais Cyrano sur moi et puis j'apprenais la tirade du nez. J'essayais d'apprendre la tirade du nez, je lisais des passages. J'entendais souvent « Tu retourneras jamais à l'école, tu vas continuer à travailler. » Puis j'avais comme mon Cyrano qui était une espèce de bouclier contre
contre les gens qui me disaient ça. Je dis non, je vais retourner un jour, je vais comme me lancer dans les livres. Puis, fait que Cyrano est vraiment très, très, très important pour moi. Et pourtant, je pense que c'est la première fois que je le lis d'un couvert à l'autre. Ah oui? Ouais. Tu nous en avais souvent parlé. Ben, la tirade du nez, j'ai essayé de l'apprendre. La partie sur le non merci, je l'ai lu des dizaines de fois. La mort de Cyrano, je l'ai lu des centaines de fois. Il y a plein de passages comme ça que dans les 10 dernières années, j'ai labouré, j'ai lu et relu. Mais je pense vraiment que c'est la première fois que je lis d'un couvert à l'autre. Parce que c'est rare qu'on lit quand même... Du théâtre. Du théâtre, exactement. Ouais. Parce que clairement, il manque quelque chose. Parce que justement, normalement, c'est mis en scène. Mais pour ma part, en fait, c'était ma deuxième lecture, donc, mais je l'ai écouté il y a peut-être un mois, le film avec Depardieu, avec ma blonde. Et après ça, j'ai réécouté le film, le même film, mais avec le texte. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant aussi parce que Cyrano parle très vite. Mm-hmm. Évidemment, on capte certains extraits, certains éléments, il y a certaines phrases qui nous restent en tête, mais d'abord, le texte à côté de nous, puis d'ailleurs, le livre est quand même assez proche du texte, ça amène une lecture beaucoup plus intéressante quand même, parce que justement, je faisais pause sur le film, puis là, je réalisais certains extraits. Donc ça amène, c'est une autre lecture qui rend la chose assez intéressante. Ben, on peut parler du film ou des différents films? Je pense que c'est incontournable de parler du film, surtout le film avec Depardieu. Là. Je pense que c'est tellement un classique grandiose. Là. On va pas s'attarder, évidemment, on va pas faire tout le long sur le film, mais oui, je pense que c'est inévitable. Il faut qu'on en parle. Ouais, Depardieu, d'ailleurs, a gagné, je sais pas si c'est pour l'interprète masculin, c'est la Palme d'Or, mais enfin, il a gagné à Cannes là, le prix pour sa performance. Là. Il est vraiment... il est incroyable là-dedans. Là, pour vrai, il incarne Cyrano, mais comme physiquement, puis la verve à la française, le panache. Mais ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tantôt, tu parlais de Robitaille qui a été très, très bon. Magistral. Je le répète. Cyrano. Et j'ai l'impression que le personnage de Cyrano permet au comédien d'être un héros. C'est-à-dire que c'est une tâche titanesque, quelque chose comme 1600 vers à apprendre. Donc, c'est tellement ambitieux comme projet, mais justement, du fait que ce soit ambitieux, ça permet justement d'être un héros en quelque sorte et de réussir ça. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiens qui réussissent à se démarquer là-dedans parce que justement, c'est c'est comme une guerre. On voit s'il s'illustre ou non. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que le récit, justement, il se mélange à la pièce en quelque sorte. C'est vrai, puis moi je dirais que ça prend même évidemment l'acteur, le comédien qui va incarner Cyrano. C'est sûr que je suis d'accord avec toi, ça doit être un grand défi, puis ça vient transformer la personne probablement, là, parce que j'ai l'impression que même ça vient transformer le simple lecteur. Je sais pas pour vous, mais quand on lit ce livre-là, puis c'est la même chose pour moi à chacune des 3 lectures, on s'y prend vraiment dans la lecture, puis on aurait envie d'être Cyrano de Bergerac, tellement il est fabuleux, tellement il va de l'avant, il recule devant rien. On aurait envie de devenir lui quasiment. Quasiment. Oui, quasiment. Parce que, bon, on en reparlera, mais moi, vous savez, quand je préparais l'émission, je me préparais à dire que comme le Cyrano de Depardieu était indépassable, puis que, ou presque, parce que je rappelle, Robitaille était merveilleux, mais je suis tombé sur le téléfilm de 1960, joué par un certain Daniel Sorano, qui est mort très jeune, qui est mort à 42 ans en 1962, si ma mémoire est bonne. Et franchement, là, c'était absolument magistral. Et pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez aller le voir, le téléfilm, sur la plateforme Madeleine.
Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais c'est une plateforme mise en ligne par l'Institut national de l'audiovisuel en France. OK. Ça coûte 3 € par mois et c'est une mine d'or. Il y a du Molière, il y a du Racine, il y a du Sophocle, il y a Cyrano, il y a vraiment plein de choses. Alors là, j'étais là, bon, je vais sûrement dire que bon, Depardieu et même Robitaille, là, il l'incarnait à merveille. Puis là, je suis tombé là-dessus. Daniel Sorano, et vraiment, il est magistral. D'abord, il vient du sud-ouest, donc il incarne un peu la gouaille gascogne. Là, et il a les traits très, très forts. Donc, il n'est pas laid comme Cyrano est censé être laid, là. Mais il a les traits forts, il a les traits durs, avec le nez long, évidemment, qui est une prothèse, mais il est grand, il est plutôt carré. Puis il est différent de Depardieu parce que il est un peu plus dans le rire ou dans le charme, dans la bonne humeur. Évidemment, Cyrano est un personnage tragique, mais vous savez, dans le film, là, quand il y a De Guiche qui arrive, puis Depardieu refuse de présenter les cadets de Gascogne, puis c'est ce qui est évidemment pas exactement ce qui est écrit dans la pièce. Puis là, il est fâché, il est brusque, puis il y a plusieurs occurrences comme ça dans le film où il est fâché, il est brusque, alors que Sorano, il est beaucoup plus charmant, comique, souriant. Puis ça donne une teinte différente. Puis franchement, là, je vous le recommande. Là, c'est vraiment magistral. Et il est surtout extrêmement, extrêmement fidèle au texte, ce téléfilm-là. Dans le film de 1990, il y a quand même plusieurs coupures, alors que le film avec Daniel Sorano est assez fidèle. Et les coupures qu'il y a sont surtout dans la 4e partie, on y reviendra, là, qui est quand les cadets partent à la guerre, qui est quand même assez longue. Là. Moi, je trouve que c'est la partie la plus imparfaite de la pièce. Alors, les coupures sont surtout là-dedans. Ça donne un film de mémoire 2h30 et c'est absolument magistral. Ben, merci de la recommandation. Je savais qu'il existait différentes interprétations cinématographiques ou à la télévision, mais j'avais jamais regardé. J'ai jamais regardé cette version-là. Moi, la version avec Depardieu, je l'ai regardée hier encore. Ah oui. Mais c'est vrai ce que tu dis. Là, je pourrais comparer, mais c'est vrai ce que tu dis que Depardieu, dans son interprétation, on dirait qu'il est constamment fâché ou insulté. En fait, il y a comme 2 états d'âme, là. Soit il est constamment révolté, soit il se décompose devant Roxane. En tout cas, il ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Alors que, à la lecture de la pièce, c'est moins ça. Cyrano est surtout en train de comme masquer ses sentiments profonds, en l'occurrence la gêne et la colère, par un surcroît de verve, un surcroît de panache. Il est joueur en quelque sorte. Ouais. Il essaie souvent de refouler. Donc, vraiment, je vous le conseille. Puis, en terminant, moi, j'étais à Paris l'an dernier, en octobre 2024, puis j'ai été voir Cyrano de Bergerac au Théâtre Montparnasse, dans le 14e, qui a été mis en scène par Alain Sachs. Et Cyrano était joué par un certain Arnaud de Samer, qu'on connaît très peu de ce côté-ci de l'Atlantique. Puis, je veux pas trop en dire du mal, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de plat dans le ton. Il n'y avait pas d'envolée. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'envolée. Et vous savez, au début, Montfleury, quand Rostand le caricature comme un mauvais acteur, eh ben, le metteur en scène de la pièce que j'ai été voir au Théâtre Montparnasse faisait parler Montfleury à la québécoise. Ouais, pour montrer que c'était un acteur déplorable. Alors, c'est un coup bas, Monsieur Sachs. C'est vraiment un coup bas, mais j'avoue que la pièce m'avait un peu déçu, là, mais tout ça pour dire peut-être que je peux le défendre, mais en disant que comme on parlait français à l'époque, en France, c'était plus proche de l'accent québécois aujourd'hui. J'aime pas ton sens de la mesure. Mais oui, t'as raison, effectivement. Alors, que dites-vous de plonger dans la pièce? Est-ce qu'on peut résumer un petit peu c'est quoi l'intrigue, tout ça? Parfaitement. Est-ce que tu veux y aller? Je peux me lancer, ouais. Vous compléterez. Donc, on se trouve au début dans un théâtre. Montfleury s'apprête à jouer. Et là, on n'a comme pas tous les détails, mais on comprend qu'il y a eu un conflit entre Montfleury et Cyrano. Cyrano
a plusieurs problèmes à l'égard de Montfleury. Notamment, il trouve que c'est un Pierre tracteur. Mhm. Et puis, Montfleury commence à jouer. Et puis là, Cyrano vient totalement bousiller la pièce. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, et ça, je vais en parler d'ailleurs, là, mais c'est finalement lui qui se met en scène, en quelque sorte. Vraiment. Et puis, va s'en suivre un combat d'épée et de mots, en quelque sorte. Et puis, à partir de là, il y a une intrigue qui va se bâtir autour de Cyrano, Christian et Roxane. Principalement, c'est-à-dire que Cyrano est amoureux de Roxane. Roxane devient amoureuse de Christian. Mais Christian est un beau garçon qui n'est pas capable d'enligner deux mots, un à la suite de l'autre ou à peu près. Donc, Cyrano va prêter ses mots à Christian, donc va écrire des lettres pour lui, en quelque sorte, pour les remettre à Roxane. Roxane va finalement tomber en amour avec Christian, ou du moins ce qu'elle pense être Christian. Et là, il y a évidemment toutes sortes de choses. Là. On pourrait parler de la scène du balcon, on pourrait parler justement de l'acte 4 où ils s'en vont au front. Il y a beaucoup de péripéties là-dedans, mais je pense que c'est les grandes lignes, grosso modo, du récit. Absolument. Alors, partons acte 1. Parlons de l'acte 1, qui est le meilleur à mon sens, moi je trouve. C'est vrai? Ouais, moi je trouve Plus que la mort de Cyrano? Plus que la mort. Vraiment, moi je trouve que j'hésite entre ces deux-là. C'est vrai? Je trouve que le premier acte, Cyrano qui vient bousiller la pièce de Montfleury, et après ça, la bataille entre Cyrano et... C'est qui l'autre personnage, là? Valvert. C'est un vicomte. Un vicomte. Vicomte, ami de Guiche. De Guiche, qui est le grand compétiteur de Cyrano et de Christian, en quelque sorte. Vulgairement dit. Et là, c'est ça, donc Valvert, que tu as appelé, qui dit à Cyrano qu'il a un gros nez, et là, finalement, Cyrano, il dit, c'est un peu court. Et là, il vient la fameuse tirade du nez, qui est... Qui est vas-y? Non, je me suis pas préparé pour ça. Mais donc oui, toute cette... moi, je trouve que le film aurait pu s'arrêter là, 15 minutes, puis on est gâté avec ça. Mais c'est vrai que l'acte 1, moi aussi, j'hésite à savoir si mon préféré, c'est l'acte 1 ou l'acte 5, le dernier. Mais l'acte 1, sans aucun doute, c'est le plus connu. Là. C'est le passage le plus connu du livre, de la pièce. D'une part à cause de la tirade du nez, mais ensuite quand ça vire en duel, et en fait c'est la ballade que récite Cyrano pendant le duel, et au dernier renvoi je touche, puis tout ça aussi c'est vraiment exceptionnel, là. C'est marquant, ça fait partie des grands passages de la littérature française au grand complet. Absolument. Moi j'ai envie de faire une réflexion de philosophie politique sur ce premier acte, cette première scène. Moi, je suis un grand lecteur de Julien Freund, qui était un sociologue, philosophe du politique, qui a écrit le très grand livre « L'essence du politique », dans lequel il disait que le politique est une activité universelle et éternelle de l'activité humaine, de la vie des sociétés. Et dans cette activité-là, il y avait toujours la dialectique entre l'ami et l'ennemi. C'est-à-dire, peu importe l'activité, il y a un eux, il y a un nous. C'est-à-dire, peu importe l'activité politique, il y a un eux, il y a un nous. Il y a un ami, il y a un ennemi. Et puis, Julien Freund disait souvent, l'ennemi vous désigne. Peu importe ce que vous voulez, l'ennemi vous désigne. Et ça a même créé une espèce de coup d'éclat à sa soutenance de thèse, sur laquelle il y avait M. Jean Hippolyte, qui est un hégélien, donc qui croyait que l'histoire allait se dénouer dans la paix et la prospérité universelle. Puis il dit, alors si vous avez raison, M. Freund, que le politique, il y aura toujours un ami, il y aura toujours un ennemi, tout ce qui nous reste à faire, c'est labourer nos jardins, en référence au Candide de Voltaire. Et Julien Freund, à la Cyrano, très empanaché, il dit « Non, monsieur Hippolyte, parce que même si vous cultivez votre jardin, l'ennemi va aller vous chercher parce que c'est lui qui vous désigne. » Et moi, je trouve que... Enfin, j'ai déjà commencé à écrire un texte sur le sujet, là, donc je teste l'idée avec vous et avec tout le monde qui nous écoute. Je trouve que la première scène l'incarne parfaitement. C'est-à-dire qu'on est au théâtre, il y a des gueux, il y a des nobles, il y a des ivrognes, il y a des belles dames, il y a l'académie qui est là. Bref, on pourrait dire que c'est la société.
Il y a Lebray, il y a Lignières, il y a Christian qui disserte sur est-ce que Cyrano va venir ou ne pas venir déranger la pièce, qu'on pourrait dire les journalistes, les intellectuels. Et il y a tout le monde qui prévoit que Montfleury joue. Donc, en théorie, Montfleury devrait jouer. Et pourtant, il y a une volonté qu'on pourrait attribuer à une volonté politique qui s'appelle Cyrano de Bergerac, qui vient interrompre la pièce. Alors, peu importe ce que les 160 ou les 1160 personnes veulent ou non dans la pièce, c'est-à-dire que Montfleury joue, eh bien, il y a une volonté qui vient l'interrompre. Et Cyrano agit ici, incarne, à mon sens, le politique dans comme son essence le plus pure, c'est-à-dire quelqu'un qui désigne une autre personne comme ennemi et qui fait en sorte que non, ça ne se passera pas nécessairement comme vous l'aviez prévu, indépendamment de ce que vous voulez. Puis, évidemment, on peut relier ça à 1001 situations politiques, même actuelles. C'est-à-dire, les Ukrainiens, l'Occident ne croyait pas nécessairement que la Russie allait attaquer, et pourtant, la Russie a attaqué, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On s'éloigne un peu du texte, mais... Non, c'est intéressant, puis aussi, ça démontre le pouvoir du fouteur de trouble. C'est-à-dire que tu peux bien avoir 1000 personnes bien sagement assis dans sa chaise. Il s'agit qu'il y en ait un qui peut venir totalement mettre le théâtre tout à l'envers, au final. Mm-hmm. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Là. Mm-hmm. Non, c'est vrai, puis c'est un thème qui revient souvent chez Dostoïevski, je pense, dans Les Carnets du sous-sol. Il élabore là-dessus, justement, Dostoïevski, il fait dire au personnage narrateur... il y a des gens qui vont s'imaginer une société qui va fonctionner idéalement, puis etc., mais il suffit qu'une personne arrive puis vienne tout renverser, simplement parce que ça lui tente de tout renverser, parce qu'il a la volonté de le faire comme ça. Oui, donc je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, mais je pense que tu peux continuer à écrire je vous remercie, je vais peut-être écrire le texte là-dessus. Peut-être le côté Joker de Cyrano. C'est ça que j'allais dire. Revenons au texte. Là. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans évidemment, à part la sublime tirade du nez et à la fin de l'envoi je touche, là, quoi qu'on peut en parler si vous voulez aussi. Oui, ben moi, j'ai certaines lectures que j'ai fait en préparation à ce balado. C'est l'idée que un des éléments qui traverse cette pièce, c'est ce que j'ai pas pris en note la personne qui a écrit ça, c'est le théâtre dans le théâtre. Mm-hmm. Donc, le théâtre est très souvent présent dans cette pièce, notamment dans la première scène, justement dans le premier acte, où justement, il y a littéralement une pièce de théâtre. Cyrano qui vient bousiller la pièce. Montfleury est fâché. Et puis là, c'est Cyrano qui, lorsqu'il se bat, crée une balade et se donne en spectacle, en quelque sorte. Donc, à nouveau, on est dans le théâtre dans le théâtre. On donne aussi d'autres exemples. Cyrano qui fait apprendre son texte à Christian. Mm-hmm. Donc, on est dans la logique du Cyrano est l'auteur de la pièce, en quelque sorte, et Christian devient le comédien qui joue ça. Mm-hmm. Un autre élément ça d'ailleurs va falloir revenir, mais souvent on a tendance, je trouve, à minimiser le personnage de Roxane. Mm-hmm. Mais Roxane, à plusieurs reprises, est très rusée en mentant. Avec De Guiche. Avec De Guiche, exactement. Ouais. Donc justement, elle va simuler certaines choses. Donc à nouveau, on est dans la logique du théâtre. À un certain moment, Christian dit qu'il se dit là de jouer ce rôle, donc le rôle que Cyrano lui donne en quelque sorte. Dans la tirade du nez, Cyrano indique une didascalie au début du vers. Hein. Donc par exemple, il dit je vais la commencer du début. « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. » Donc ici, à nouveau, à chaque début de vers, on donne une didascalie à nouveau comme on le ferait au théâtre, autrement dit. Je continue. À un certain moment, toujours dans cet acte-là, il lance son argent sur scène. Voilà. C'est incroyable, ça. donc, même si c'est son seul argent, c'est son ami...
qui son ami? Je pense que c'est Lebray. C'est Lebray qui lui dit comme, mais pourquoi t'as fait ça? Sinon... Mais quel geste! Mais quel geste, ouais. voilà. Parce que bon, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est que Cyrano interrompt la pièce, donc évidemment, les acteurs ne seront pas payés. Puis, donc, il y a un acteur qui arrive sur scène et qui lui dit mais l'argent, qui va le rendre? Et Cyrano de prendre sa bourse et de dire Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose, au manteau de Thespie, je ne fais pas de trou. Prenez cette bourse au vol et taisez-vous. Puis là, il lance son argent. Quel geste empanaché quand même. Voilà. Puis après, on se rend compte que c'était le seul argent qu'il avait pour bouffer et que malgré tout, il se contente d'un verre d'eau, d'un raisin et d'un demi-macaron. Oui. Non, mais... Donc, c'est d'être à la hauteur d'une certaine idée. Absolument. Au risque d'en payer le prix, en quelque sorte. Ouais. Donc, oui, ça, c'est un très bon moment du livre. Un autre élément, je fais un saut dans le temps, on y reviendra, mais au 5e acte, on pourrait dire que pendant 14 ans, il a joué un rôle, même je pense que Roxane l'a dit tel quel, que pendant 14 ans, Cyrano joue le rôle de la personne qui écoute. Du bon ami. Du bon ami, exactement. Donc, c'est vraiment un des éléments qui revient ça de différentes manières. Le théâtre dans le théâtre. Il y a même beaucoup de références aussi dans la pièce à d'autres pièces de théâtre. Oui. La mort d'Agrippine, du vrai Cyrano de Bergerac. Ouais. Molière qui lui aurait volé Absolument. Des vers. La scène du balcon qui résonne avec la scène du balcon de Roméo et Juliette. Ah, très juste, très juste. J'ai jamais pensé. Oui. Donc, non, avec cette lunette-là, ça permet de mettre en évidence certaines choses. Au début aussi, quand on revient à la scène où tout le monde se rassemble dans le théâtre, là, puis avant que Cyrano entre en scène, je me rappelle, je ne sais plus c'est quel personnage, là, mais il y en a un qui est là avec son enfant. Puis là, il dit et dire qu'ici, on a déjà joué on a déjà joué du Corneille. Je me trompe pas. Là. Ouais, donc là aussi, ça c'en est un autre qui était mentionné, une autre référence théâtrale. Absolument. Parce que, bon, Rostand était tout entier submergé dans le théâtre parisien de la fin du 19e siècle, là, avec sa pièce juste avant Cyrano de Bergerac, là, les Samaritaines de mémoire. Après Cyrano, c'était l'Aiglon. Puis il évoluait dans ce milieu-là, il faut dire. Là, très ami avec la grande actrice Sarah Bernard. Il a un peu écrit le rôle de Cyrano pour son ami Coquelin. Donc, le théâtre dans le théâtre, très intéressant. Oui. On ne parle pas souvent de Rostand, d'ailleurs, mais je pense qu'il a fait ressortir à travers le livre sa propre éducation aussi. Rostand, qui vient d'une famille bourgeoise, qui a eu une éducation libérale, humaniste. Il a étudié les lettres abondamment. C'était un premier de classe, Rostand, là, qui était un grand érudit. Il lisait Goethe, il lisait plein de grands auteurs classiques. Et je pense que c'est très volontairement là, qu'il a répandu toutes ces références-là un peu partout dans Cyrano. J'ai lu d'ailleurs une biographie là, de Rostand. En fait, c'est pas vrai, je mens parce que je ne l'ai pas terminée, en fait. Mais autant j'adore la pièce, autant la vie d'Edmond Rostand, quand même, c'est assez ennuyeux. Là. C'est un bon bourgeois, né dans une bonne famille bourgeoise à Marseille, qui, comme on dit, monte sur Paris quand il est jeune, devient un poète, un écrivain de théâtre. Là, il y a l'énorme succès de Cyrano, reçoit la Légion d'honneur, devient académicien plus tard, là, je me souviens pas exactement. Puis après, il écrit L'Aiglon, qui a un certain succès sur le fils de Napoléon, mais après, il disparaît un peu. Oui, il a un peu disparu, puis il a surfé sur son succès de Cyrano. Là, ça a été il y a eu d'autres succès relatifs, mais ça a vraiment été ça, son énorme succès. Puis ensuite, au début du 20e siècle, parce que Cyrano, c'est 1897. Exact. Quoi. Donc, il est sorti un peu en tout cas, il a disparu, pas disparu complètement du paysage public, mais on le voyait de moins en moins. Puis, il est reparu un peu pendant la Première Guerre mondiale. Il allait soutenir les soldats français. Il écrivait des pièces, puis etc. Il les soutenait un peu. Il est mort peut-être un mois après la Première Guerre mondiale. Il y a eu la grippe espagnole. C'est vrai? Donc, il est disparu un petit peu comme ça, pas anonymement, mais en se faisant un petit peu plus oublier. Mais c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que c'est... je pense, si je me trompe pas, c'est la pièce qui a été le plus jouée en France. Possible. Du moins
depuis ce moment-là. C'est extrêmement populaire. Mais en même temps, Rostand le connaît juste pour ça. Ouais. Il y a des experts qui vont le connaître davantage parce qu'ils vont l'avoir creusé, mais l'immense majorité des gens, justement, on va le connaître pour Cyrano de Bergerac et pour rien d'autre. Mais parlant de Rostand, il y a une pièce qui a été montée qui s'appelle Rostand, qui a été très, très, très populaire. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Puis il y a eu un film aussi dans les dernières années. Oui. T'as pas l'air convaincu. Non, j'ai vu la pièce. J'ai vraiment, vraiment pas aimé. Je veux pas en dire davantage. J'ai pas envie de cracher sur une pièce, là, mais ça m'a vraiment pas plu. La pièce était toujours coupée par des mouvements de scène, de la musique. C'était un peu gnangnan. Lui et sa femme qui mimaient un peu l'histoire de Cyrano, c'est-à-dire, là, je parle de mémoire là, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, là, et pour cause, mais comme Rostand écrit des lettres à la maîtresse d'un de ses amis, puis là, ça lui fait penser que ça pourrait être son Cyrano, puis enfin, c'est un peu niaiseux, en fait. Puis j'avais vraiment pas aimé, mais assez dit de mal. Parfait. Mais ouais, moi, dans le premier acte, ce que j'ai noté surtout, c'est qu'il y a de la violence, mais elle est toujours, toujours, toujours sublimée par de l'élégance, des lettres, de la verve. C'est-à-dire que ça reste un duel à l'épée, au bout duquel Cyrano pique Valvert. Mais pourtant, ça commence par la tirade du nez. Et pendant le combat, il y a quand même, à la fin de l'envoi, je touche. Je crois que c'est la marque des très grandes civilisations que de sublimer les choses atroces par des choses sublimes comme la poésie ou les envolées lyriques comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est très bien dit. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est une marque de civilisation, disons, d'être capable d'enrober ça là-dedans. Puis il faut le dire aussi que là, on est à une époque là, où les duels sont interdits maintenant là, en France. Donc, il y en a de moins en moins. Ça se passe en 1640, si je me trompe pas, le livre. Le premier acte est en 1640 et le dernier est en 1655 à la mort de Cyrano. Oui, c'est ça. Donc, en 1640, c'est pendant la guerre de 30 ans. Puis c'est le cardinal de Richelieu qui est le premier ministre du roi. Puis Richelieu, dont il est fait mention à quelques reprises dans la pièce, il avait interdit les duels. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là où les duels se font de moins en moins. Mais il y en a quand même un qui nous est présenté à travers tout ça, mais bien enrobé, et etc. Là, on essaie de bien montrer ça. Puis les foules sont là. Hein. La foule est là. Et c'est peut-être justement parce que c'est pas qu'un simple duel. Il y a la balade à travers ça. Donc, très juste. C'est peut-être pour ça que Cyrano se lance là-dedans. Et c'est très proche du vrai Cyrano de Bergerac. Par ailleurs, j'ai lu ce livre de Jacques Prévost, dont on pourra parler tantôt, là, mais le vrai Cyrano, d'ailleurs, avait une vraie haine pour un acteur qui s'appelait Montfleury, qui a écrit des lettres extrêmement virulentes à son propos. Puis Cyrano de Bergerac était continuellement dans des duels, des centaines, j'exagère peut-être, là, mais toujours en train de se battre à l'épée. Il a fait la guerre pour de vrai, le siège d'Arras, qui a été presque mortellement blessé 2 fois. Puis c'est là qu'il a décidé de s'investir dans la littérature, la physique, la poésie, etc. Mais ça, c'est un tempérament là, qui vient du vrai Cyrano de Bergerac et dont Rostand s'est très certainement inspiré. Là, le querelleur, le batailleur, toujours le fleuret à la main et surtout le grand écrivain. Mais tu fais bien de mentionner le vrai Cyrano de Bergerac parce que souvent, on ne sait pas que Cyrano a réellement existé, mais il a existé pour vrai. Bon, évidemment, il y a un paquet de choses qui ont été rajoutées, inventées par Rostand, mais ce personnage-là et les dates aussi concordent avec la vraie vie. Et plusieurs des personnages dans la pièce ont existé aussi. Sa cousine, Roxane, on le dit dans la pièce, Roxane, c'est son surnom. En réalité, je crois que c'est Madeleine Robineau. C'est ça, c'était réellement sa cousine. Absolument.
Dans la vraie vie, on ne sait pas s'il était véritablement amoureux d'elle. Il n'y a aucune trace de ça, mais on sait qu'elle était mariée à un Christian qui est mort pendant le siège à Arras. Ensuite, on ne sait pas si Christian et Cyrano se connaissaient. On n'a aucune trace de ça. Mais puis il y a un paquet d'autres personnages comme ça dans... Le Bray? Oui, c'est Le vrai. Bray a signé une préface, je crois, du livre du vrai Cyrano de Bergerac, L'autre monde, où il faisait une biographie de Cyrano de Bergerac. Donc le Bray, sur ce que je comprends, là, ce qu'on a surtout sur lui, c'est cette préface-là. Là. Oui, je crois que oui. Puis Carbon de Casteljaloux, qui était le vrai capitaine des cadets à l'époque. Mais pour répondre à ta question... sans doute que Cyrano de Bergerac, le vrai, n'était pas amoureux de Roxane parce que tout porte à croire qu'il était homosexuel. Parce que, il y a Jacques Prévost dans son livre qui met en scène une espèce de triangle amoureux entre lui et deux autres hommes. Puis on lit ça, puis on est plutôt convaincu sans plus. Mais là où Prévost, comme... assène le coup final, puis on se dit, sans doute que Cyrano de Bergerac était homosexuel, c'est que tous ses lettres d'amour manuscrites sont adressées à des... c'est pas vrai. Tous ses lettres d'amour dans son œuvre imprimées sont adressées à des femmes, mais tous ses lettres d'amour manuscrites, parce que Prévost a été dans ses œuvres manuscrites, étaient adressées à des hommes. Alors, voilà, je doute qu'il ait été amoureux de sa cousine, mais... ouais. J'ai une petite citation de Rostand que je pense que j'ai trouvé dans la présentation du livre, là, dans mon édition Folio Classique. Édition de Patrick Besnier. Qui dit, Rostand donc, qui parle des anachronismes qui seraient présents dans son livre. Il dit ceci est d'ailleurs sans la moindre importance. Un poète n'est exact que lorsqu'il le veut. Donc, au final... c'est pas l'exactitude historique qui est importante. Pour ça, on peut se tourner vers les historiens. Exact. Ce qui est important davantage, c'est ce qu'on en fait de ce matériel-là, en quelque sorte. Puis c'est ce qu'on disait avec Homère. C'est ce qu'on la disait dernière avec fois. Tout à fait. C'est vrai. L'exactitude historique de l'Iliade, on a de gros doutes, là, mais on s'en fout. C'est un récit sublime. C'est beau. Exact. C'est beau et ça se suffit en soi. Absolument. Absolument. Puis, pour venir à l'acte 1, moi, il y a des passages que j'ai trouvés là, absolument merveilleux, puis que j'aimerais peut-être lire. Quand il parle des larmes, il dit à son ami Lebray qui est amoureux de Roxane, puis là, il dit « dis-lui, blablabla », puis là, il dit « non, je suis trop laid ». Et là, Lebray lui dit « tu pleures », et Cyrano dit « ah non, cela jamais ». Non, ce serait trop laid si le long de ce nez, une larme coulait. Je ne laisserai pas, tant que j'en saurai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien les larmes, il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. C'est supérieur, là. C'est simplement supérieur. C'est tellement beau. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être à la hauteur d'une émotion, en quelque sorte. C'est un renversement, là, c'est-à-dire que c'est pas moi, ma petite individualité, c'est moi, je dois être à la hauteur d'une certaine chose, donc l'idée d'une norme, en quelque sorte. C'est l'idée de l'honneur, en fait. Ouais, exact. C'est exactement ça. Donc, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est attendu de nous, il y a une image qu'on doit projeter, mais il y a quelque chose qui est attendu de nous dans les actes, autant que dans l'apparence, à propos de ce qu'on doit rendre, puis de ce qu'on doit faire, considérant notre rang aussi. L'honneur n'est pas toujours le même selon notre rang social, mais oui, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, puis qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui se respecte. Absolument. Voilà. D'autres choses sur l'acte 1 ou est-ce qu'on passe à l'acte 2? Enfin, il y a tant de choses à dire. Oui. Là. Des citations magiques, là, comme « J'ai décidé d'être admirable en tout et pour tout ». Quand on lui demande quel est votre protecteur, puis il disait « Je n'ai pas de protecteur, mais une protectrice » en pointant son épée. Là, c'est un bon moment. Oui. C'est magique. Ça. Mais comme c'est Pierre qui le disait quand on préparait ce balado, qui disait il y a tellement de citations du livre qu'on pourrait écrire sur un mur. Très juste. C'est juste la citation, peu importe le contexte, il y a quelque chose qui
qui résonne en quelque sorte. Là. Est-ce que vous voulez qu'on parle du panache? Vas-y, camarade. Donc, en fait, c'est aussi le dernier mot de la pièce, n'est-ce pas? Donc, le panache, c'est quand même quelque chose de difficile à définir, quand même. J'avais certains éléments de réponse. Notamment, justement, le panache vient avec l'idée de fierté et de droiture. Tantôt, on parlait d'honneur. Ça vient avec ça, mais ça vient aussi justement avec le style. Donc, c'est-à-dire d'être droit, d'être... des fois, justement, vous refusez de faire des compromis. Des fois, on a un peu une tête de cochon, mais en même temps, il faut que ça vienne avec du style. Puis ça revient justement constamment. Justement, juste dans l'idée d'utiliser des vers. Ça me semble un élément fondamental. Là. Très juste, très juste. Et puis, à l'époque, des influenceurs là, qui disent réveillez-vous à 4 heures du matin, allez faire de la musculation, soyez découpés, mangez tant de grammes de protéines par jour. L'accent est souvent mis sur plus l'apparence qu'autre chose. Puis, lire Rostand, lire Cyrano de Bergerac, ça nous rappelle que, mais on s'en fout pas au fond, là, c'est bien une belle apparence, mais au bout du compte, si l'esprit n'y est pas, si le panache n'y est pas, au fond, c'est Christian. C'est-à-dire quelqu'un qui se suicide d'une certaine manière parce que trop bête et parce que réduit à sa beauté. Alors le panache, oui, beaucoup plus que bien d'autres choses. L'esprit l'emporte sur le corps. Ouais, on y reviendra sans doute plus tard là, dans l'acte 4 d'ailleurs. Ouais. Oui. J'avais lu aussi un article qui parlait du panache comme faisant partie du, pardonnez-moi l'expression, nation building français. C'est-à-dire que la pièce arrive dans deux moments. C'est ce que j'avais lu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une crise de l'autorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on est quand même plusieurs années après ça, là, mais l'exécution de Louis XVI, capitulation de Napoléon. Donc on est ça reste qu'on est dans cet état d'esprit-là. Mais en même temps, il y a un foisonnement littéraire, artistique. Donc, il y a comme ces deux pôles-là. Et le panache, finalement, est une réponse à ces deux-là. C'est-à-dire que c'est à la fois viril, le panache, mais en même temps, c'est à la fois léger, avec la poésie, le vers. Donc, c'est d'un côté fort, mais d'un côté fragile, à la fois courageux et timide. Donc, et ça fait partie, justement, d'une forme d'identité française, en quelque sorte. Ah, c'est intéressant. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, est-ce que ça nous surprendra de savoir que c'était l'une des œuvres préférées du général de Gaulle? Non, pas vraiment. Ça cadre parfaitement avec ça. Absolument, absolument. Je vous impose l'acte 2 maintenant, on en a assez parlé. Moi, je veux parler de Ragueneau. Oui, vas-y. L'acte 2 commence, on est dans la pâtisserie de Ragueneau. Ouais. Ragueneau, qu'on dit qu'il est le pâtissier des poètes, parce que il donne à manger aux poètes un peu minables qui sont pas capables de vivre de leur vers. Et moi, je l'ai trouvé, Ragueneau, extrêmement touchant et tragique, parce que il m'est apparu un peu comme un mécène vivant par procuration. C'est-à-dire qu'il n'est pas doué pour les mots, il n'est pas poète. Sa vocation, c'est de faire un travail alimentaire là, pour payer les factures, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire de devenir pâtissier. Et malgré tout, il y a des livres partout chez lui. Sa femme décide de faire des sacs avec ses belles pages de poésie, ce qui le met en courroux. Mais... il fait venir les poètes chez lui, il leur donne à manger. Puis je crois que c'est Cyrano qui lui dit mais franchement, l'ami, là, tu vois pas que il profite de toi. Puis Ragueneau dit, avec une très grande grandeur d'âme, une grande grandeur d'âme, oui. Avec grandeur d'âme, il dit je sais, mais quand ils sont là, je peux réciter mes vers. Puis je trouve ça beau, je trouve ça tragique en même temps, parce que on connaît ce genre de personnage, surtout au Québec, là, où la culture est un peu plus refoulée. Là, c'est la fameuse phrase il n'y a pas de place pour les Ovid Plouffe. Enfin, ceux qui savent. Au fond, il y a beaucoup de vocations ratées par
par manque d'ambition ou parfois par simplement la vie. Puis Ragueneau m'a été très touchant et tragique. Ça me fait penser à la chanson le Blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste. Puis c'est ça, c'est un écorché vif en fait, Ragueneau. Sa femme le quitte. Il se retrouve, je crois que le terme c'est émoucheur de chandelle chez Molière. C'est un destin de poète raté, puis c'est jamais très beau, les destins de poète raté. Voilà. Je pense que c'est un gourmand quand même. Ah, clairement. C'est-à-dire que il fait ça pour payer son loyer en quelque sorte, mais en même temps, c'est un gars, justement, tu sais, des fois, on va dire justement, c'est un gars qui aime la vie, là, tu sais, c'est-à-dire le banquet. Ouais, moi je le vois comme ça. Je l'ai vu comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je vois quand même ce que tu veux dire, puis c'est très intéressant, mais moi, a priori, c'est aussi comme ça que je l'ai vu. L'un n'empêche pas l'autre. Là. Exact, oui, ils peuvent aller ensemble, et en cela, il est aussi très français. Lui aussi incarne l'esprit français sous ce rapport-là. Là. Quand même la joie de vivre, l'esprit du banquet, de la fête, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi quelque chose de tragique chez lui. Pas tragique, oui. Oui, en effet. Ouais, voilà. Puis dans cette scène-là, il y a aussi la confrontation, dans cet acte, dis-je, il y a la confrontation avec De Guiche. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Moi, la phrase qui m'a le plus... le passage qui m'a le plus marqué, c'est quand De Guiche, de mémoire, lui dit « Un poète est un luxe qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? » Et Cyrano de répondre « Non, monsieur, à personne. » Puis après, De Guiche essaie de l'aguicher proprement en lui disant je vais pouvoir dire des bons mots de vous à mon oncle Richelieu, lui faire lire votre pièce. Et De Guiche dit il ne vous corrigera que quelques vers. Et Cyrano dit quelque chose du genre impossible, monsieur, mon sang se coagule à l'idée qu'on puisse y changer une virgule. Le panache de ce type, l'orgueil surtout, l'orgueil. Oui. Puis pour continuer là-dessus, toujours dans l'acte 2, il y a la fameuse tirade du non merci. Absolument. Qui est un autre passage. C'est directement en droite ligne avec ce que tu viens de dire, puis avec ce dont on parlait tout à l'heure de l'honneur, etc. On va pas la faire au complet, là, mais si on peut dire quelques passages le début. quand même. As-tu la ligne? J'ai pas la même édition, puis moi, les lignes sont pas 9,25 pour moi, je sais pas si... Merci. Acte 2. Donc, il dit « Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non merci. Puis là, ça continue encore longtemps. Absolument. Mais c'est le début de la tirade, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Puis on voit à travers ça aussi que Cyrano, il est plein d'honneur, il veut se tenir debout, etc. Et au nom de ça, lui aussi, il est sans le sou, puis donc un peu comme son ami, qui lui, le boulanger, qui lui, il accepte de faire pas des compromis, mais il accepte de faire un travail courant qui lui fait rater un peu sa vocation. Cyrano, lui, il accepte sa vocation, sauf qu'il n'a pas complètement les moyens d'aller jusqu'au bout parce que par fierté, par honneur, il choisit de faire aucun compromis puis de se priver de beaucoup de choses. Absolument. Après le non merci, non merci, non merci, il dit mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Et ça termine par ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. C'est très beau, mais moi je me demande, et je veux vous entendre là-dessus, c'est certes une manière très noble de vivre, mais est-ce que c'est pas excessif? Est-ce qu'il ne faudrait pas parfois jouer le jeu social? Bien évidemment. Oui. C'est-à-dire que c'est un personnage idéal. Alors, c'est une question rhétorique, messieurs, là, ne m'agressez pas. Mais je pense que c'est... On a commencé l'épisode en disant que tu lis Cyrano en disant j'aimerais ça être Cyrano. Je pense que ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que tout le monde, en quelque sorte, aimerait
vivre à 100% en fonction de ses valeurs, de ses intérêts, de ce qu'il considère important, de ne pas plier, de ne pas faire de compromis. Mais en même temps, on sait bien que la vie sociale est impossible. C'est-à-dire que vivre en société, c'est faire des compromis. Exact. Donc oui, en quelque sorte, c'est pour ça que c'est un personnage idéalisé et le père de famille en moi dirait c'est important de payer son hypothèque. Non, mais c'est surtout il faut refuser toujours de jouer le jeu social mène à la mort sociale parce qu'au bout du compte, Cyrano meurt entouré d'ennemis. Ses amis sont dispersés et pauvres. Le Bray, je sais pas, mais Ragueneau, là, on l'a dit, émoucheur de chandelles chez Molière. Il y a Roxane qui est dans un couvent après la mort de Christian, qui semble heureuse, mais elle aurait préféré, évidemment, que Cristiano, Christian et Cyrano vivent. Mais c'est ça, il y a quand même un coup à l'honneur. Être admirable en tout et pour tout, comme disait Cyrano, vient à un prix quand même. Je fais un bond dans le temps. C'est dans l'acte 5. Cyrano qui fut tout mais qui ne fut rien, c'est exact, ça? Ouais. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit selon de grands principes. C'est un homme, justement, on voudrait se projeter là-dedans, mais d'un autre côté, qui ne fut rien. C'est-à-dire que ça n'a pas marché, ces affaires. Donc, il y a ce paradoxe-là qui est clairement assumé par... Et il y a par Rostand. Mais il y a quelque chose aussi en tout cas moi, ce que j'ai noté, puis peut-être que le terme va vous choquer, mais il y a quelque chose d'enfantin aussi chez Cyrano, quand il dit, un peu après la tirade Non merci, ou avant, peu importe, il dit « Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous les pistoletades excitantes des yeux. » Enfin, j'ai peut-être mal lu, là, mais enfin, oui, déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Ouais, c'est un peu adolescent. C'est un peu adolescent. Enfant terrible. Exact, enfant terrible. Mais ça nous mène à un thème important quand même, c'est-à-dire les sentiments refoulés. Tu sais, le vrai Cyrano de Bergerac était homosexuel à un temps où il n'était pas bon d'être homosexuel et effectivement se battait toujours, était très virulent. On peut penser que le refoulement de ses sentiments profonds a donné lieu à une telle agressivité. Puis c'est la même chose pour le Cyrano de Rostand, c'est-à-dire sa laideur qui le complexe et ses sentiments refoulés pour Roxane donne un mélange plutôt dangereux. Quelqu'un qui refoule un sentiment fort et profond, ça devient quelqu'un de rapidement dangereux. Oui. Non, c'est vrai. Mais puis on peut relier ça avec ce qu'on disait tantôt. Pour ma part, là, je pense que on peut dire que quand on dit qu'il était tout, mais il n'était rien, là, peut-être il était moralement tout, mais socialement, il n'était rien du tout. Absolument. Il est incapable de se comporter, disons, civilement avec les autres. Il est constamment en train de se battre. Il est incapable d'aller chercher... de se déclarer à la fille qu'il aime, sauf à la toute fin, au moment de mourir. Donc, moi, c'est comme ça que je le dirais. Puis, mon impression, c'est que Cyrano est quelqu'un qui a mené tous les combats constamment. Là. Mais, disons, la façon qu'on peut s'en inspirer, c'est de se rappeler que peut-être que Cyrano est un peu excessif. Nous, on ne peut pas faire comme lui. On a nos combats à choisir. Donc, des fois, on doit plier. Des fois, on doit accepter, marchander certaines choses. Mais là où Cyrano doit nous inspirer, c'est de nous rappeler qu'il y a quand même des combats à mener, même si on ne peut pas tous les mener. On doit les choisir, mais il faut quand même en choisir certains. Absolument. C'est ça. C'est pour ça, je pense que Cyrano doit continuer à nous inspirer. Absolument. Et il y a l'idée aussi, on parle de compromis. Il y a l'idée, ça, je pense que j'avais écouté une entrevue de Michel Onfray qui parlait du Cyrano, qui disait, lorsqu'on fait des compromis, on peut être connu et avoir du succès dans l'immédiat. Mais lorsqu'on refuse d'en faire, lorsqu'on se dit, je vais être à la hauteur d'une certaine idée de l'art, de la culture, de l'histoire, c'est comme ça qu'on s'inscrit justement dans la culture longue. Très juste. Hein, c'est l'aristocrate, le notable, c'est lui qui fait des compromis, c'est lui qui veut bien paraître.
Mais c'est pas nécessairement lui qui fait l'histoire. Mais c'est surtout que les gens qui ont du succès, c'est des gens qui sont fidèles à eux-mêmes, Exact. fidèles à l'idée qui les anime. Alors, des compromis, effectivement, ça peut marcher au début pour une gloire éphémère, mais se trahir année après année après année, ça finit par déteindre sur la personne qui se trahit, qui devient nécessairement moins noble, puisqu'elle est en constante guerre par rapport à lui. Puis là, on peut référer à absolument toute la littérature antitotalitaire, tu sais, 1984 ou que sais-je. Mais en même temps, justement, c'est-à-dire d'être à la hauteur mène à du succès, mais mène aussi à de l'échec. Ouais. Et ça, on en avait parlé justement avec l'épisode de l'Iliade, c'est-à-dire on avait parlé de Achille qui, justement, est devant le dilemme, hein, donc de soit mourir au combat, mais d'être glorieux, finalement, et de l'autre, d'avoir une vie tranquille et de mourir dans l'anonymat. Ça se peut aussi, justement, qu'on veuille avoir de grandes idées, vouloir être à la hauteur, avoir une certaine idée de la culture, mais en même temps, mourir dans l'anonymat, puis finalement, qu'on n'a pas fait une grande œuvre non plus. Absolument. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver probablement plus souvent, en fait, qu'autrement. Oui. Mais ça reste, tant qu'à moi, ça reste une vie beaucoup plus sensée que le personnage des compromis. Des compromis à tout bout de champ. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Finalement, qui ne se connaît même plus, finalement, qui ne sait même plus qu'est-ce qu'il pense pour vrai. Parce qu'il est comme, OK, qu'est-ce que je suis supposé dire dans telle situation sociale? Et parfois, les œuvres remontent de manière... c'est-à-dire que Machiavel était relativement anonyme quand il a écrit. C'était un fonctionnaire qui conseillait les princes florentins, qui faisait la liaison avec les seigneurs de guerre. Puis à la fin de sa vie, il s'est retiré après s'être fait torturer, puis il était dans sa maison de campagne. Ben, il a écrit Le Prince, il a écrit Discours sur le Décade de Tite-Live. Puis sans doute, je me rappelle plus exactement de l'histoire de ses œuvres, mais les années après les avoir écrits, il me semble qu'ils étaient plutôt anonymes. Donc, le type a quand même consacré une partie de sa vie à les grandes œuvres, à la réflexion. Il est mort inconnu. Il l'est resté un temps. Et puis, aujourd'hui, Machiavel est, tant qu'à moi, le plus grand penseur de la philosophie politique de l'histoire de l'humanité. Et il est dans notre bibliothèque, d'ailleurs. Moi, c'est ce que je me dis quand j'ai un texte qui n'est pas populaire, je me dis, c'est parce qu'ils sont pas prêts encore. Ouais, mais tu dis ça, puis ça m'a... Quelque chose qui m'a agacé profondément de ce livre, Cyrano de Bergerac. L'auteur est vraiment très épris de l'œuvre de Cyrano, et aucun doute là-dessus, mais peut-être trop d'ailleurs, parce qu'il parle de sa première pièce, qui est le pédant joué. Puis il dit... tu sais, c'était sublime. C'était même trop sublime. C'était brillant. C'était même trop brillant. Il y avait trop de niveau de langage. C'était trop intelligent. Les gens n'ont pas apprécié. Puis il y a une phrase, là, vraiment, comme d'une pédanterie. Il dit, Molière, lui, il était plus populaire. Il était un peu plus... puis c'est pour ça que ça a pris ces trucs. Pour ça qu'il était populaire, parce qu'il n'était pas à la même hauteur de vocabulaire que Cyrano. Là. C'est facile à dire, c'est ça. C'est facile de se dire. convaincre. Exactement. Mais bref, parenthèse fermée. On parlait de la laideur de Cyrano, puis qui est quand même ambigu à différents moments. En fait, oui et non. Tu sais, par exemple, est-ce que c'est dans l'acte 1 que quelqu'un lui dit qu'il a un tout petit nez? Oui. Là, il est fâché de ça. Mais si tu lui dis qu'il a un gros nez, il est fâché aussi. Mais finalement, c'est que ça, c'est qu'il joue toujours plus gros que ce que c'est en réalité. Justement pour compenser quelque chose d'une certaine manière. Tu sais, il a peur que Roxane rit de lui aussi. Ça, d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Il a peur que Roxane rit de lui parce que... je trouve que ça revient dans différentes œuvres. Il va peut-être falloir prendre un pas de recul sur tout ça, mais le rire féminin est cruel. Absolument cruel. Cruel, surtout pour justement un homme, dans ce cas-ci, Cyrano, qui cherche à la séduire. Très juste. Le rire féminin qui cherche à ridiculiser, en fait, c'est cruel. Ça me fait penser à la première scène où Cyrano parle à Christian. Christian dit « Je suis sot à m'en confesser » ou quelque chose du genre. Là, Cyrano dit « Mais
tu ne m'as pas attaqué en saut parce qu'il y a eu tout l'échange avec le nez, puis il riait de son nez, puis il l'a attaqué avec verve. Et puis Cyrano lui dit non, puisque tu ne m'as pas attaqué en saut. Et Christian dit je ne sais devant les femmes que me taire. Parce que c'est là la différence. Il est facile de faire le fier, de faire le fanfaron devant les copains, tu sais, autour d'un verre, dans un bar, puis on peut se tirer la pipe, puis on peut rire les uns des autres. Mais arriver devant ce qui incarne pour nous la beauté et l'altérité, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, la femme, c'est autre chose quand même. C'est un autre... c'est une autre épreuve, là. Absolument. Puis, je voulais aussi, dans l'acte 2, revenir sur le Bray. Je ne sais pas si il vous a marqué. Pas plus que ça, honnêtement. Non? Non, tellement non. On voit que c'est un ami fidèle qui est là toujours, qui est là jusqu'à la toute fin, je pense même. Mais j'ai pas pris le temps peut-être d'analyser en particulier ce personnage. Moi, en fait, j'ai le même diagnostic, c'est-à-dire que je crois que c'est un très, très grand ami. Mm-hmm. Puis, il y a le regard perçant, je trouve. Puis, il voit à travers Cyrano parfaitement. D'ailleurs, après le « non merci, je veux m'élever seul », pas haut peut-être, mais seul. Le Bray, je trouve ça magnifique. Là, Cyrano vient de faire 2 envolées incroyables. Puis, le Bray lui dit « Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. » Et Cyrano de répondre « Tais-toi. » C'est-à-dire, c'est tellement bien touché, là. Je te connais, camarade, là. Je te connais, mon vieux, là. T'es devant les cadets de Gascogne. T'as des grandes envolées. C'est même sublime ce que tu dis. Mais entre toi et moi, elle ne t'aime pas. Puis là, il répond « Tais-toi. » Je trouve ça merveilleux. En fait, je trouve que le Bray incarne le meilleur ami, l'ami proche. Là. Une fidélité tranquille. Exactement. C'est-à-dire, il est pas dans le panache, justement. Non. Mais il est dans la. C'est-à-dire, il est pas dans le panache parce qu'il est pas dans le style, mais il est dans la. Il garde la droiture du panache. Donc, il garde justement l'honneur, la fidélité. C'est vrai. Puis, véritable ami, parce que, comme on le voit avec ce que tu viens de citer, il n'est pas dans la flatterie. Il n'est pas là pour lui faire plaisir. Non. Il reste avec lui du début à la fin sans jamais hésiter pourtant à lui dire la vérité, quitte à ce que ça lui fasse pas plaisir. Là. Absolument. Alors, autre chose sur l'acte 2? Oui, j'ai autre chose. À un certain moment, donc en fait, c'est Cyrano qui dit à Christian qu'il va lui écrire des lettres pour remettre à Roxane. Et là, Cyrano, il dit... en fait, Christian, il est pas sûr. Parce que là, il dit, parce que là, il remet la première lettre. Puis là, Christian dit, OK, mais là, ça marchera pas parce que tu l'as pas écrit pour elle. Alors que oui, il l'a écrit pour elle. Et là, Cyrano, il dit, la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Très juste. Et ça, je trouve Cyrano, moi j'ai écrit dans la marge fort. Mais je trouve que Cyrano ici est un peu méchant, le gars de Roxane, c'est-à-dire comme garde. Ouais. Parce qu'il croit un peu ce qu'il dit, là. Oui, mais. Il se dit, je sais pas s'il croit quand il dit ça. Tu sais pas? Je sais pas. J'ai l'impression que Cyrano a tellement envie de dire tout ça à Roxane, mais il sait pas comment le faire, qu'il est prêt à dire n'importe quoi juste pour convaincre Christian. De lui apporter la... Et peut-être parce que c'est le genre de choses que Christian, lui, va croire à propos de Roxane. Peut-être qu'il va dire à Christian ce que Christian, lui, il pense déjà. Christian, il pense peut-être que Roxane va embarquer dans n'importe quoi. C'était plus ma lecture des choses. Ouais, non, je peux comprendre. Ça m'amène à un autre point. Pourquoi, et là, peut-être qu'on prend un peu d'avance, mais en même temps, c'est bien correct que ce soit ici. Pourquoi Cyrano ne dit jamais la vérité à Roxane? Et il y a plusieurs réponses, à mon sens, mais une des réponses, c'est que Cyrano ne veut pas être en couple avec Roxane. C'est-à-dire que le couple, c'est quoi? C'est le compromis. C'est ça, le couple. C'est le compromis. C'est la vie un peu plate. Pas toujours. Franchement. Plate dans le sens c'est la quotidienneté. Mais c'est le compromis. Alors que l'amour, tel que Cyrano le présente,
Ben là, justement, on est dans le romantisme, on est dans l'aventure, Mm. on est dans tout ça. Donc oui, c'est-à-dire que oui, il aime Roxane, mais il aime quasiment plus l'aventure de l'amour de Roxane Mhm. Absolument. que de finalement Et, être véritablement en couple. et fort probablement que Rostand a eu la même réflexion, parce que dans l'acte 4, quand Roxane arrive au champ de bataille, elle dit que les Espagnols l'ont laissé passer parce qu'elle leur a dit qu'elle s'en allait voir son amant. Et Roxane dit, ben regarde Christian, dit, vous comprenez, si j'avais dit mon mari, il ne m'aurait pas laissé passer. C'est-à-dire que l'amour pré-mariage est comme l'idéal du poète, d'une certaine Ouais. manière. Exact. Et la consécration de l'unité du couple par le mariage vient amoindrir ce penchant qui, pour Cyrano, est d'une certaine manière la mort cérébrale. Tu sais. Exactement. Je l'ai dit, je ne partage pas cette idée. Ma blonde m'écoute probablement à l'heure actuelle, donc je suis très heureux, mais évidemment, là, ici, c'est avec la vision de Cyrano. Donc oui, c'est ça, l'amour du point de vue du poète n'est pas la même que celui du citoyen, mais à nouveau, on reprend aussi la vision idéalisée, en quelque sorte, de Cyrano. Fait qu'on s'en reparle après. Hein? Ouais, c'est Hein? ça. Ça va? Hein? Mais c'est quand même intéressant parce que pourtant, Cyrano, en tout cas selon ce qu'on voit dans le livre, va jamais voir ailleurs. Même s'il va jamais jusqu'au bout avec Roxane, il lui reste fidèle de cette façon-là. Absolument. Puis même après, pendant 14 ans, il va la voir, je sais pas à quelle fréquence, presque à chaque semaine ou à chaque jour, je Je crois sais que pas c'est là. tous les semaines, Toutes tous les semaines. samedis. Bon, c'est vrai, à tous les samedis. Et ça, il en déroge pas. Ça en est une forme d'engagement ou de fidélité, Absolument. mais pourtant, il va pas jusqu'au bout. Non, parce que dans le dernier acte, d'ailleurs, il dit j'ai redouté la menthe à l'œil moqueur. Mhm. Donc, on pourrait penser que jamais il n'a trahi son amour pour Roxane, puis Mhm. jamais il a connu de femme, Mhm. justement à cause de sa laideur. Bien vu. Et là, il se révèle quand il sait que c'est la fin. Ouais. Absolument. Donc, il sait que, justement, ça va finir en grandeur, finalement. Mhm. Donc oui. Je pense aussi pourquoi Cyrano ne dit pas la vérité, il protège probablement d'une certaine manière la mémoire de Christian aussi. J'allais le dire. Est-ce qu'en faisant pas le geste, l'acte d'aller jusqu'au bout, là, puis de se dévoiler à Roxane, il attend à la toute dernière ou jusqu'aux toutes dernières minutes de sa vie pour le faire? Est-ce que c'est parce qu'il veut pas respecter le pacte qu'il a passé avec Christian? Ils se sont promis qu'ils allaient tous les deux ensemble séduire Roxane. Cyrano par les mots, Christian par sa beauté, par son physique. Christian, lui, est allé jusqu'au bout, mais il est mort, il n'est plus là. Cyrano, lui, sa promesse qu'il avait faite avec Christian, c'était de la séduire par les mots. Puis il va peut-être continuer à le faire d'une certaine façon, mais il n'est pas prêt à aller de l'autre côté parce que c'est pas ça qu'il y avait. Je dis pas que c'est nécessairement mon interprétation, mais ça peut être une piste aussi. Il faut peut-être garder ça en tête, je sais pas. Mhm. David? Oui, parce que j'allais dire qu'à l'acte 4, Cyrano dit à Christian qu'il a tout révélé à Juste à avant qu'il meure. Roxane, juste avant qu'il meure. Ouais. Donc, à nouveau. Et la conclusion, c'est qu'elle t'aime. Exactement. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mhm. Donc, à nouveau, il veut un peu protéger Christian, en quelque sorte, protéger sa mémoire, protéger son honneur, peut-être d'une Ouais. certaine manière. Parce que c'est vrai que Christian aurait l'air fou en maudit Oui. Ouais. si c'était révélé. Moi, j'irai à contresens. Je pense qu'il s'en fout un peu de Christian. Je pense que la seule raison pour laquelle il lui a pas dit, c'est qu'il est trop timide, il est trop complexé par sa laideur. C'est peut-être une lecture superficielle, là, puis vous me direz si c'est votre avis, mais j'ai pas nécessairement ressenti la très grande fraternité entre Christian et Cyrano. C'est un mariage de raison, si on peut dire. Non? Je sais pas. À mes yeux, c'est un Il peu rejoint les ambigu. cadets, quand même. Oui, donc. Fraternité, non? Ah, entre frères d'armes, mettons? Quand même. Ouais.
ça doit être pour ça qu'à la fin, à la mort, il lui dit j'ai tout révélé et c'est toi qu'elle aime. Mais reste que la relation entre les deux m'apparaît comme. Ah, c'est sûr que c'est pas le Bray ou Ragno. là. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas là-dedans. Mais encore là, il y a aussi une autre histoire de pacte, mais ça, c'est aussi le pacte. En fait, sa protection vis-à-vis Christian, c'est aussi un pacte qui a passé avec Roxane. C'est Roxane qui lui fait promettre de protéger Christian et d'en prendre soin jusqu'à la toute fin. Là. Très, très juste. Donc, peut-être qu'à ses yeux, il continue de protéger Christian jusqu'à la toute fin, en respectant la demande qu'avait fait Roxane. Et en même temps, il respecte aussi la volonté, le pacte qu'il avait fait, lui, avec Christian, qui était de... Lui, il s'occupe de l'âme, disons, parce que c'est de l'âme de Cyrano, dont elle tombe amoureuse à la fin, c'est ça qu'elle dit, alors que Christian, lui, s'occupait du corps. Du corps. Très juste, très juste. J'avais jamais pensé à la promesse que. Il fait 2 promesses. Exact, il fait une promesse à Roxane, donc. Mais peut-être que ça amène de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'il s'occupe de Christian, encore une fois, de manière utilitaire pour plaire à Roxane. Peut-être, oui. Ou pas, je sais pas. La réflexion est lancée, mais. Il y a peut-être un dosage à trouver entre les deux. Oui, ben, très juste, c'est de la littérature, donc tout est gris, rien n'est noir, rien n'est blanc. Là, en effet. J'avais une autre citation de l'acte 2 pour vous. C'est dans la discussion entre Cyrano et Roxane. Roxane dit non, tous les mots qu'il dit, donc en parlant de Christian, sont fins, je le devine. Et là, Cyrano de dire oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Et il dit mais si c'était un sot, c'est-à-dire. Et là, il se moque un peu, justement, que si tu parais bien, peu importe ce que tu vas dire, ça fonctionne. Et ça, j'avais vu un mème sur Internet qui était assez drôle. On présentait un super de beau gars et un gars, disons, moins populaire, disons, auprès de la gente féminine. Ou masculine. Et là, la blague, c'était de dire voici une super bonne manière de commencer une discussion avec une femme. Là, si t'es un beau gars, tu dis hey. Voici une mauvaise manière de commencer une discussion avec une femme. Le gars un peu plus moche qui dit la même chose, qui dit hey. Okay. C'est-à-dire que la bonne manière, c'est de bien paraître. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça que ça l'incarne. C'est un peu ce que Cyrano dit, mais un peu plus... un peu plus 17e siècle, oui, c'est ça, exactement. Mais ça reste quand même la même idée que si tu parais bien, là, soudainement, ça a l'air bien intelligent ce que tu dis. Quoique Roxane n'adhère pas à cette idée parce que justement, elle ne sera pas impressionnée par Christian lorsqu'il sera par lui-même. Ouais. Ce qui nous amène à, disons, l'acte 3, le balcon. Allons-y. Oui. Donc, Christian va rejoindre Roxane au balcon et tente de lui déclarer par lui-même son amour, c'est-à-dire sans le concours des mots de Cyrano. Et puis, c'est lamentable. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je t'aime ». Je t'adore. C'est très drôle, ce passage. C'est très drôle, absolument. Puis, d'ailleurs, il y a je crois que c'est un néologisme. Je pense que c'est un mot que Rostand a créé. Christian s'embourbe totalement. Là. Je serais si content si vous m'aimiez. Je vous aime, mais beaucoup. Je vous aime beaucoup. Blablabla. Insupportable. Et là, Roxane dit, je trouve que c'est un mot sublime, délabyrinthez vos sentiments. J'allais dire la même chose. Délabyrinthez vos sentiments. C'est génial. Ouais, moi, je suis très heureux de parler de ce livre-là aujourd'hui. Ouais, non, j'avais pris ça en note aussi. Très belle, très belle formule. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est Christian qui se rebelle un peu contre Cyrano, qui dit, garde, je suis capable. Et finalement, non. Lamentable. Ouais. T'es pas capable du tout. Et que finalement, OK, prise 2. Cyrano arrive. Et il va... C'est la fameuse scène du balcon. Donc, Christian est sur le balcon. En fait, est au pied du balcon. Et Roxane est, elle, sur le balcon. Et Cyrano est caché. Et chuchote les répliques, comme au théâtre, d'ailleurs. Tu peux avoir un chuchoteur. Donc voilà, et là... Jusqu'à ce qu'il fasse noir. Exact. Et là, Cyrano reprend le flambeau pour de bon. C'est-à-dire que là, c'est lui qui parle pour vrai. Exact. Ouais. Et puis, moi, je sais pas si on veut rentrer dans les citations tout de suite, Vas-y.
sa description d'un baiser, moi j'ai trouvé ça très très beau, très très fin, très intelligent. Un baiser, mais à tout prendre qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. C'est magnifique. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. C'est magnifique. C'est pas pire, là. C'est pas pire. pas mal. Ouais. Oui, puis et d'ailleurs, et là, après ça, c'est Christian qui monte récolter le baiser. Le baiser. Ouais, absolument. Et dans la pièce, Cyrano dit, je vais lire, « Aïe, au cœur, quel pincement bizarre, baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient dans cette ombre une miette de toi, mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai mis tout à l'heure. » Mais dans le film, sauf erreur, Cyrano, lui, il reste silencieux et il retourne, il rebrousse chemin. Oui, il s'en va. Donc oui, ça c'était quand même bien aussi que sur le plan cinématographique, le silence pèse aussi. Oui, très Probablement plus que dans une pièce de théâtre. Très juste. Moi, dans cet acte, là, c'est après le passage du balcon, par contre. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, quand il essaie de stopper de Guiche. Oui. Parce que, déguisé en homme de la lune. Exact. Ouais. Bon, c'est à ça que je veux venir. Bon, en fait, Cyrano essaie d'empêcher De Guiche de venir pour que Roxane et Christian se marient. Donc, il faut qu'il retarde un quart d'heure, à peu près. Et là, pour le retarder, il fait comme s'il tombait de la lune, puis il prend l'accent gascon, puis il lui parle des différentes manières d'atteindre la lune et de s'élever dans l'espace. Puis, en fait, c'est très, très près, le thème est très, très près de la grande œuvre du vrai Cyrano de Bergerac, L'autre monde. Où, enfin, c'est vrai, il avait écrit. Oui. Le livre a eu plusieurs titres, il y a eu plusieurs éditions. Ça peut aussi s'appeler, de mémoire, Histoire comique des États et des empires de la Lune. Mais bref, c'est à l'époque où l'héliocentrisme devient une théorie de plus en plus plausible pour les savants européens. Et puis, Cyrano est dans ce bain intellectuel-là là, avec Galilée, avec le doute méthodique de Descartes. Exact. D'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, mais il mentionne Copernic, Galilée dans Absolument. comme à sa mort. des lectures. Oui, ouais, exact. Puis, bref, le vrai Cyrano de Bergerac a écrit ce livre-là, qui est écrit au jeu. Et c'est l'histoire de Cyrano, d'une certaine manière, qui essaie d'atteindre la Lune. Puis, alors là, quand il débite les 7 manières d'atteindre la Lune à De Guiche, c'est lourdement inspiré du roman. Et surtout, c'est très, très intéressant. Je suis allé feuilleter le dit livre là, qui est en ligne sur Wikipédia, si jamais vous voulez le lire. Et c'est intéressant parce que la première tentative de Cyrano de Bergerac d'atteindre la Lune, il échoue et il aboutit où? En Nouvelle-France. Non. Oui, je vous jure. J'ai imprimé le passage. Il dit, là, il arrive en Nouvelle-France, de mémoire au Fort de Québec, là, mais je me souviens plus exactement, j'ai pas très lu attentivement. Puis les soldats vont le porter au vice-roi, c'est-à-dire au gouverneur. Il dit, ils me menèrent vers leur gros. Leur gros, c'était une manière à l'époque de dire le plus gros des chefs, là, le plus imposant des chefs. Où j'appris que j'étais véritablement en France, mais en la nouvelle, de sorte qu'à quelque temps de là, je fus présenté au vice-roi qui me demanda mon pays, mon nom et ma qualité. Et après que je l'eus satisfait, lui contant l'agréable succès de mon voyage, soit qu'il le crut, soit qu'il feignit de le croire. Il eut la bonté de me donner une chambre dans son appartement. Mon bonheur fut grand de rencontrer un homme capable de haute opinion, c'est-à-dire de parler de la Lune, etc., parce que la suite est importante, et qui ne s'étonna point quand je lui dis qu'il fallait que la Terre eût tourné pendant mon élévation, puisqu'ayant commencé de monter à 2 lieues de Paris, j'étais tombé par une ligne quasi perpendiculaire au Canada.
Ça peut sembler anodin, mais ça a été écrit en 16, disons 1650, là, j'ai plus la date exacte, mais ce que ça montre, c'est que ce que Cyrano de Bergerac dit, c'est qu'au fond, il est parti en ligne droite de Paris et que le temps où il a monté, la Terre a tourné et quand il est retombé au Canada. Donc, c'est l'idée derrière le livre, d'une certaine manière, c'est la double rotation de la Terre, c'est-à-dire sur elle-même et autour du Soleil, qui est, bon, une idée plutôt révolutionnaire à l'époque où l'aristotélisme et le thomisme règnent, là, la conception où la Terre est le centre de l'univers. Puis là, je le dis rapidement, là, je suis vraiment pas un expert dans l'histoire des sciences. Puis, bref, il parle avec le gouverneur qui est Montmagny à l'époque. Puis là, Montmagny, il rentre dans sa chambre, puis ils se mettent à parler de comment le Soleil tourne, est-ce qu'il tourne, comment la Terre tourne, est-ce qu'elle tourne, comment les étoiles sont accrochées dans le ciel, quels sont les effets des... Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Fait que c'est ça, tout ce passage-là où il arrête de Guiche puis il lui parle de la Lune, etc., a une vraie profondeur dans l'histoire du vrai Cyrano. Puis je pense que je vais aller le lire. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça nous montre à quel point Rostand a fait des recherches approfondies pour connaître le sujet de sa pièce. Là. C'est impressionnant de sa part aussi d'avoir creusé à ce point-là, là, parce qu'il a fallu, je pense, refaire l'arbre généalogique aussi, pas l'arbre généalogique, mais l'histoire complète. Il a fallu sans doute faire des recherches assez fouillées là, pour... Mais Rostand a été très inspiré par le portrait que Théophile Gautier avait écrit dans un de ses livres de Cyrano. Donc, je pense que ça a été là le déclencheur. Okay. Puis ensuite, là, quand il était au collège même, il était plutôt jeune. Puis dans ce texte-là, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu l'as dans ton édition. Moi, je l'ai dans c'est Folio, qui a mis un extrait du texte de Théophile Gautier. Puis Théophile Gautier, à l'époque sans doute où il y avait le darwinisme social qui régnait, impute au tempérament bouillant du vrai Cyrano le nez. Donc, il fait une analyse purement comme darwinienne de Cyrano. Fait que, sans doute que ça aussi, ça l'a inspiré Rostand. Voilà. Il y avait une profondeur à ce passage plutôt comique, là. Cyrano qui fait le bouffon, en fait, pour gagner du temps. Là, absolument. Mais c'est ça, c'est-à-dire que mais ça aussi, il n'est pas obligé de faire ça pour Christian. Là. Il n'est pas obligé de faire... en fait, il le fait pour Roxane et Christian en même temps, là, mais c'est, il beurre épais. Oui, très juste. Mais en même temps, c'est aussi en fait, juste pour clarifier, parce que c'est pas un élément si important que ça, si on l'a juste vu une fois il y a longtemps, mais parce qu'en fond, Roxane veut se marier rapidement avec Christian avant que De Guiche débarque. Ouais. Et Cyrano retarde De Guiche pour pas qu'il débarque en plein mariage. Là. Mais en même temps, il fait aussi pour que Roxane ne devienne pas la maîtresse de De Guiche. Parce que De Guiche a ce dessin-là, c'est-à-dire de faire de Roxane sa maîtresse. Donc, c'est toujours un peu intéressé. Oui, tu veux pas accepter que Cyrano et Christian sont amis. non, mais enfin, je questionne le... Mais oui, mais je questionne. Mais t'as en partie raison, c'est-à-dire c'est la rivalité entre De Guiche et Cyrano qui revient à plusieurs moments dans le livre. Et d'ailleurs, ça, est-ce que c'est dans... je pense que c'est dans l'acte 3, où justement De Guiche veut se venger de Cyrano, et là, Roxane dit, ta meilleure manière de venger, c'est de ne pas l'envoyer au front. Exact. Elle se dit, comme ça, Christian n'ira pas non plus au front. Exact. Mais comme je le disais tantôt, elle est assez rusée, Roxane. Et donc, au début, De Guiche dit « Parfait, je les enverrai pas au front ». Et quand il voit le mariage, là, il dit « Tu sais quoi? On part. On s'en va au front. On s'en va au front. » Ce qui nous amène à l'acte 4. Ce qui nous amène à l'acte 4, voilà. À moins que vous ayez d'autres choses à dire sur l'acte 3. Moi, ça faisait le tour pas mal pour l'acte 3. L'acte 4, le siège d'Arras, où les cadets de Gascogne sont en train de mourir de faim. Siège d'Arras qui s'est aussi véritablement passé dans la guerre de 30 ans. Victoire française contre les Espagnols absolument. À cette époque-là. Victoire très, très difficile. Siège très, très difficile. Qui était comme traumatique même pour les... C'est
C'est le moins bon acte, hein? Ouais, le plus long. Le plus long. Le plus long. Ouais, je dirais pas que c'est... Oui, le moins bon, mais pas au sens où c'est un mauvais acte. Non. Mais c'est le... Oui, je pense que c'est le moins bon, surtout par sa longueur. Ouais. Et puis, c'est ça, dans les deux films, d'ailleurs, c'est les actes qui sont les plus substantiellement coupés. Hein? Le film avec Sorano et le film avec Depardieu, là, c'est les actes qui sont le plus longuement coupés parce que, bon, je pense que les 10-15 premières pages, c'est les cadets qui trouvent 15 millions de manières de dire qu'ils ont faim. Là. Puis il y a beaucoup d'échanges très courts. C'est saccadé. Bon, ça reste un chef-d'œuvre, mais c'est l'acte le moins... Mais on a le droit de dire qu'il y a des parties qui sont pas bonnes. Hein. Je sais. Des fois, on veut s'accrocher. Ouais. Il y a un moment qui est assez drôle, je trouve. C'est... Qui dit ça? C'est Carbone. Carbone de Casteljalou. Carbone, pardon. Qui dit... parce que là, le monde se plaint justement qu'ils ont faim. Et là, il dit à Lebray qui d'ordine, qui est d'ailleurs une expression que j'ai souvent entendue à l'adolescence. Tu sais, tu te plains à tes parents que t'as faim, mais qui d'ordine. Et là, Lebray qui dit quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. C'est bon. Je trouvais ça vraiment très, très bon, ça. Puis, pour faire un petit clin d'œil à notre premier épisode, une référence à l'Iliade. Hein, c'est vrai. Il y a un cadet qui dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien dévorer? Et Cyrano, qui a un livre à la main, lui tend et lui dit l'Iliade. Alors, déjà, pas déjà, mais je veux dire, c'est incroyable comment cette œuvre traverse l'histoire de l'Occident. Ouais. Ben, à nouveau, on retrouve, je pense, dans cet acte, l'idéalisme de Cyrano. C'est-à-dire que tout le monde crève de faim. Cyrano, lui, justement, il mange du homère puis il est correct. Donc, on est vraiment dans un personnage fantasmé, en quelque sorte. Presque stoïcien, qui se détache en quelque sorte de ses besoins. Stoïcien, mais en même temps pas. Là. Ouais, ben, qui se nourrit autrement. Puis voilà. il y a la scène tout de suite après là, où il se met à faire jouer de la musique. Là, il demande... Oui, au fifre de... Ouais, exact. Oui. Exact. Puis il se met à réciter... Qu'est-ce qu'il récite déjà? Attendez. Une chanson de la Gascogne. Exact. Ouais, il se met à vanter, à parler de la Gascogne, etc. Puis... tout d'un coup, tous les soldats oublient qu'ils ont faim, puis là, ils sont réveillés, puis là, la bataille commence, ils l'entendent au loin, tout le monde est mobilisé tout de suite, puis ils s'en vont, sont prêts à se battre. Ils ont soudainement oublié qu'ils mouraient de faim il y a quelques minutes à peine. Donc, on a ici un appel au patriotisme gascon, ou français plus largement, mais gascon précisément comme mobilisation pour aller se battre. Puis de mémoire, il y a le capitaine, là, Carbon de Casteljalou, qui lui dit, mais Cyrano, tu as simplement remplacé un mal par un autre parce que là, nos soldats vont être nostalgiques de leur maison. Puis Cyrano dit, il est bien mieux de souffrir de nostalgie que d'appétit. Oui, ça, il y a une défense de la nostalgie en quelque sorte. En fait, la nostalgie comme moteur de l'acte patriotique. En exact, quelque sorte. Bien vu. En fait, je pense que ce passage-là vaut la peine. Carbon qui dit « Mais tu les fais pleurer ». Cyrano qui dit « De nostalgie, un mal plus noble que la faim, pas physique, morale. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. » Carbon dit « Tu vas les affaiblir en les attendrissant. » Cyrano « Laisse donc, les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés. Il suffit. » Là, il fait un geste et là, tous « Hein, quoi, qu'est-ce ?» Et là, Cyrano dit « Tu vois, il a suffi qu'un roulement de caisse. Adieu, rêve, regret, vieille province, amour. Ce qui du fifre vient s'en va par le tambour. » Très beau. Fort. Ouais. Très fort. C'est aussi dans cet acte-là que De Guiche fait pointer l'attaque des Espagnols sur les cadets, puis, donc il les condamne d'une certaine manière. Elle est là la vraie vengeance, finalement. Elle est là la vraie vengeance, exact. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un passage où De Guiche dit que son grade militaire a tombé, ce qui lui a permis de s'évader, de se sauver, de se tirer en vie du champ de bataille.
Il dit de dénouer et de laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, en sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et revenant vers eux, suivi de... Enfin, etc. Mais bref, il a pu quitter les Espagnols. Et là, évidemment, Cyrano, qui est tout pétri d'honneur, qui le regarde sans doute avec un très, très grand mépris et lui dit « Mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. » C'est-à-dire, t'as réduit ton rang à un simple soldat pour te sauver la vie, c'est indigne de ton grade. C'est encore une fois dans le courage maximalisme. Là. En effet. Mais c'est très bon, cette saillie là, de Cyrano. Absolument, absolument. Et là, ben là, en fait, l'acte 4 est important principalement pour ça, c'est-à-dire c'est la mort de Christian. Je sais pas si tu veux expliquer comment ça se déroule. Ou... Oui, ben parce que le prélude à sa mort est très, très important. C'est Roxane qui finalement arrive au champ de bataille, comme on l'a dit tantôt, en disant aux Espagnols « Je m'en vais voir mon amant ». Donc les Espagnols qui auraient un tempérament hautement romantique lui disent de passer, puis tout va bien. Donc elle arrive et elle dit à Christian, résumons sommairement, « Je ne t'aime que pour ton âme ». Elle lui dit « Au début, je t'aimais pour ta beauté ». Puis je me suis trompé. Maintenant, je ne t'aime plus que pour ton âme. Donc, l'âme de Christian, des lettres de Christian étant Cyrano, Christian se rend compte que, ben, au fond, Roxane ne l'aime pas, mais ne l'aime plus du tout. C'est-à-dire que sa beauté n'est même plus un facteur d'amour dans leur relation, de sorte que, bon, là, il y a des allers-retours avec Cyrano qui sont encore une fois un peu longues, un peu saccadées. Puis, bon, Christian lui dit c'est toi qu'elle aime. Elle me l'a dit, puisqu'elle m'a dit qu'elle n'aimait seulement mon âme. Puis, elle dit qu'elle aimerait même les. Exactement. Donc, c'est là, pour Christian, ça vient... exact. Ça vient clore la chose. Là. C'est le dernier clou dans le cercueil. C'est-à-dire, elle aime son âme et elle l'aimerait les. Donc, au bout du compte, elle aime Cyrano. Donc, devant ce constat, Christian... mène la charge et meurt sous le feu des Espagnols. Donc, c'est comme ça que finit l'acte 4. En entendant quand même, à la toute fin, le mensonge de Cyrano qui lui dit à l'oreille, alors qu'elle est sur le bord de mourir, absolument. Elle m'a dit qu'elle t'aimait. C'est toi qu'elle aime. C'est toi qu'elle aime. Ouais, je lui ai tout dit et c'est toi qu'elle aime. Exact. Ouais. Et aussi, ça c'est assez intéressant, Christian, justement, il s'obstine avec Cyrano. Et Christian lui dit « Je suis là de porter en moi-même un rival. » Oui, très juste. Parce que Christian, il comprend que Cyrano, il aime Roxane, mais ça il prend quand même du temps avant de le comprendre. Là. Puis je pense que c'est surtout dans cette scène-là que ça se clarifie de plus en plus. Oui. Là. Ben, je pense dans la scène du balcon aussi. Oui, mais tu as raison de dire que c'est dans l'acte 4, surtout que ça se confirme, parce que quand Cyrano lui donne la dernière lettre, Christian dit « Mais qu'est-ce que c'est? C'est un cerne. Tu vas pleurer. » L'alarme, oui. Ouais, puis là, Cyrano dit « Oui, mais quand on est poète, on se prend à son jeu. » Puis là, c'est là qu'il se rend compte que vraiment, ben, Cyrano aimait passionnément Roxane. Oui, absolument. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, on parlait du côté adolescent de Cyrano et parfois excessif. Il lui écrivait 2 lettres par jour. Oui, au front. Oui. Ouais, très juste. Puis il risquait sa vie 2 fois par jour pour traverser incognito les lignes espagnoles pour passer derrière puis remettre des lettres. Oui. 2 lettres par jour. 2 lettres par jour, oui. Ouais. Et là, Christian lui dit, Cyrano le prend et lui dit, là, quand tu vas parler avec Roxane, fais attention parce que j'ai écrit plus de lettres que tu crois. Là, Christian dit, 2 par semaine, 3. Là, Cyrano dit tous les jours, 2 fois par jour. C'est là aussi qu'il comprend que il était profondément amoureux d'elle. Oui. Absolument. Et on parlait de la mort de Christian. Cyrano, je pense, annonce à Roxane qu'il est mort. Et Roxane est dans tous ses états, elle pleure. Et là, Cyrano dit « Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. Et là, je pense qu'il retourne se battre.
Oui, puis il part même avec la lance, puis sur la lance, le drapeau, c'est le mouchoir en dentelle de Roxane. Mm-hmm. Donc c'est un peu pour elle qui va se battre, ou en tout cas, il porte son mouchoir, quelque chose qui lui appartient. Mm-hmm. Donc c'est ça, donc c'est plus l'idée de l'amour avec Roxane, finalement, qui... Peut-être, oui. Parce que là, il a réglé le dossier en quelque sorte. Il est prêt à mourir. Là. Ouais, il a réussi. Là. Exact. Il a réussi. Ouais. Acte 5. Acte 5. Oh, la finale. La finale. Grandiose. Oui. Grandiose. Mm-hmm. Moi, c'est sans doute les plus belles lignes qui m'ont été données de lire et relire. Là, je ne sais pas si mon souvenir est confus parce que j'ai regardé le film hier soir, donc là, peut-être que je mélange des éléments. Mais dans le film, celui avec Depardieu, on voit que celui qui est son grand rival, De Guiche, De Guiche qui il va visiter Roxane, ouais. Puis on voit qu'il a un peu fait la paix avec Cyrano. Est-ce que je me rappelle plus si c'était dans le livre aussi? Oui, plutôt. Oui, il a plutôt fait la paix avec Cyrano, en effet. Il est rendu duc, d'ailleurs. Oui, exact. Donc, on pourrait penser, ou peut-être qu'il le dit même, qu'il a été pris par la carrière, puis que, disons, ces petites haines de jeunesse se sont évanouies. Le temps passe. Là. Le temps passe, exactement. Puis, il y a une phrase sublime, hein, de Guiche, qui est rendu duc maintenant. Mm-hmm. Il dit de Cyrano, il me semble. Oui, parfois je l'envie. Oui, c'est de Cyrano qui parle. Il dit oui, parfois je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. C'est-à-dire que là, De Guiche est plutôt jaloux de la vie qu'a menée Cyrano, parce que là, on a un sans faute sociale, c'est-à-dire le type est devenu duc, puis on a un 1000 fautes sociales, c'est-à-dire Cyrano est resté personne, resté seul, il a certes écrit des livres, des pièces, etc., mais c'est ça, il n'est pas devenu quelqu'un, alors que De Guiche est devenu quelqu'un et il éprouve pour lui 1000 petits dégoûts de soi. Puis juste avant ce passage-là, le duc dit « Je sais, oui, j'ai tout, il n'a rien, mais je lui serrerai bien volontiers la main. » Exact. Ouais. Très, très juste. Okay. Donc, c'est ça, là, j'étais pas sûr, là, je suis retourné. Oui, c'est exactement la même chose qui est dans le film. Dans le film? Oui, c'est exactement la même réplique. Puis, c'est ça, pour résumer, l'acte 5, c'est 14 ans après le siège d'Arras, 14 ans après la mort. Et ça, d'ailleurs, dans le film, quand je l'ai réécouté, quand je l'ai écouté pour la première fois, mais c'était la seconde fois, bref, c'est pas si clair que ça que c'est 14 ans plus tard. Ça prend un certain temps. Roxane n'a pas tant que ça vieilli. Non. Puis à un certain moment, tu vois les autres personnages, puis tu fais « Ah, ok, c'est... » Ouais, Cyrano a les cheveux blancs. Ouais, exactement. Puis là, tu fais... Mais ça prend quand même quelques minutes que tu te poses des questions. Mais puis, est-ce qu'il dit pas, enfin, dans le film, je sais pas, mais dans la pièce, est-ce qu'il dit pas, voilà, 14 ans qu'il vient me voir tous les samedis? Il me semble que dans le... Ouais. Mais bref, c'était un élément de détail, là. Ouais. Mais c'est ça, voilà. Donc, 14 ans plus tard, Christian est mort. Cyrano vient le voir tous les samedis. Et ce samedi-là, en l'occurrence, il a reçu une bûche sur la tête. Qui est vrai. Le vrai Cyrano a reçu une bûche par la tête, sauf qu'il n'est pas mort sur le coup. Il est mort comme quelques mois après de folie. Puis c'était même plus un accident qu'un meurtre. Enfin, c'est nébuleux. Okay. C'est nébuleux. J'avais plutôt lu que c'était un accident, mais il y a des... Oui, okay. En fait, mettons, Jacques Prévost laisse pas tellement d'équivoque sur le fait que c'est sans doute pas une tentative de meurtre, mais il laisse planer, il laisse la porte ouverte. D'accord. Bref, mais dans le Cyrano de Rostand, Cyrano reçoit une bûche sur la tête, sans doute d'un ennemi, parce que le duc lui dit justement que là, il commence à s'entourer de beaucoup d'ennemis. Puis voilà, il arrive à l'Arctique de la mort voir Roxane. Et là, c'est... Parce que Roxane est rentrée dans un couvent, en quelque sorte. Exact. Elle porte toujours un voile de veuve, 14 ans plus tard. Donc, elle est restée fidèle, elle aussi, à Christian. Là. Mais elle m'agace, moi, dans cet acte-là. Je la trouve très ivre de son deuil. Ouais.
très ostentatoire. ostentatoire de son deuil. Ouais, il y a quelque Oui. chose qui m'agace là-dedans. Parce que, bon, on imagine que, ne sachant pas que l'esprit était de Cyrano et la beauté de Christian, en pensant que Christian était la totale, c'est-à-dire et l'esprit et le... Bon, elle se dit que jamais plus elle ne pourra trouver l'amour dans de tels paramètres, mais quand même, il y a quelque chose d'agaçant de... Tu sais, on s'imagine que pendant 14 ans, tous les samedis, quand Cyrano venait la voir, elle revivait son deuil. Puis je sais pas, ça m'agace un peu. Puis surtout dans les films, en fait, parce qu'elle le fait avec le sourire. Donc, elle a vraiment l'air d'être comme ivre de son deuil. Mm-hmm. Mais bon, c'est un point de détail, là, mais voilà, je le partage avec vous. Et ben, sinon, le dernier échange entre Roxane et Cyrano, là, je ne sais pas si... Où là, il se révèle oui et non. Mhm. C'est-à-dire que c'est la dernière lettre, hein, c'est ça, la dernière lettre que Christian donnait à Roxane, mais que c'était évidemment la lettre de Cyrano. Et à nouveau, le soleil se couche, n'est-ce pas? On ne voit plus rien. Et Cyrano récite la lettre quand même, parce qu'il la connaît par cœur, même s'il l'a écrit il y a 14 ans. Mhm. À nouveau, on est encore un peu dans l'idéalisme ici, même beaucoup. Et là, Roxane dit, et ça, je trouve ça très beau, « J'aperçois toute la généreuse imposture. » La généreuse imposture, je trouve ça très beau. Les lettres, c'était vous. Le Cyrano, non! Il refuse. Ouais. Mais pour faire un peu de pouce, comme on dit, sur la généreuse imposture, j'ai appris dans le livre sur le vrai Cyrano de Bergerac que la notion de générosité, puis après, je suis allé voir dans le Littré, un vieux dictionnaire français, que la notion de générosité était extrêmement proche de la notion de noblesse. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est plutôt prodigue, qui donne ses avoirs, son temps, etc. Mais je sais pas, je suis pas prêt à dire l'étymologie là, parce que j'ai pas l'étymologie exacte du mot générosité en tête, mais le concept de générosité à l'époque du vrai Cyrano, c'était très très associé à la noblesse. Donc vois-tu, la généreuse imposture, il y a comme un sens encore plus profond, là, c'est-à-dire une vraie noblesse d'esprit de Cyrano de s'être effacé pendant 14 ans comme ça. Ouais, ben c'est l'idée, quand tu lis noblesse et générosité, là, c'est la vieille idée de noblesse oblige, que quand tu es favorisé, tu es en situation de puissance, d'influence, tu as comme un devoir et une responsabilité. Donc, ça va avec nécessairement de donner, de prendre soin de prendre soin des autres. Donc, bien vu de lier la noblesse avec ça. Est-ce qu'on lit des passages? Vas-y. Moi, j'y vais. Vas-y. Je sais pas, peut-être que je vais un peu trop à la fin, là, mais Cyrano dit le destin est railleur, et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même ma mort. C'est-à-dire qu'au seuil de sa... Au seuil de sa mort, il arrive au constat que tout est un échec. Ouais. Là, c'est d'une tragédie là. Ouais. Incroyable. Moi, j'en ai un autre ici. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice, et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Génial. C'est génial. Ça, c'est une bonne scène. Absolument. Parce que d'ailleurs, quelques pages avant, il y a Ragueneau qui lui dit que Molière lui a volé des lignes. Mhm. Et Cyrano, qui, par son tempérament, aurait dû sortir l'épée et aller provoquer en duel Molière, Cyrano dit « il a bien fait ». Fait que là, il va mourir, là, il est attendri. Là. Ouais. Donc c'est là toute la puissance de Molière a du génie, Christian était beau. Ouais. Qui est, honnêtement... j'ai beaucoup aimé, là, comme je vous disais, le film avec Sorano, qu'on appelle d'ailleurs Sorano de Bergerac, tellement il l'incarnait bien. Mais vraiment, l'acte 5 joué par Depardieu, c'est... Bon, c'est à n'en pleurer, là. Oui. Puis justement, à la toute fin, là, alors qu'il s'apprête à mourir, là, il s'avance, il sort son épée pour mourir avec son épée sortie. Puis là, c'est quand il se met un peu à résumer sa vie, encore une fois.
à essayer de synthétiser tout ça. Puis là, il dit « Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que tous ceux-là? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais tous mes vieux ennemis. Le mensonge. » Et là, il frappe de son épée le vide. « Tiens, tiens. Les compromis. Les préjugés. Les lâchetés. Que je pactise? Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous vous mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. » Il fait des moulinets immenses et s'arrête haletant. D'ailleurs, moulinet, la quantité de parallèles qu'on peut faire entre lui et Don Quichotte. Ah, très juste. C'est le même genre de personnage, il me semble. Bon, on pourrait continuer encore, là, mais je n'irai pas nécessairement jusqu'à la toute fin. Ah, vas-y. Bon, okay. C'est tellement merveilleux. Tout de suite! Ben là, je sais pas. Bon. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est... Roxane. Et là, il dit « Mon panache ». Ouais. Et là, il meurt. Oui, il meurt là. Génial, hein? Oui. Ouais, c'est tellement beau. Ça oui, c'est beau, mais c'est aussi l'aspect, là, moi, c'est... Il vient résumer pour le lecteur ou pour l'auditoire à l'époque, c'est quoi les grands combats de sa vie. Puis Rostand, à travers ce passage-là, il vient faire un peu la morale. Pas la morale, mais ouais, peut-être un peu la morale. Il veut montrer c'est quoi le message qu'il voulait passer avec cette pièce-là, peut-être. C'est quoi les valeurs, les combats qu'il a voulu faire incarner par Cyrano tel que lui se l'est imaginé. Oui, puis sans doute que c'était l'idéal de Rostand dans le milieu qui était le sien, c'est-à-dire le milieu parisien du théâtre et de l'art qui marchait surtout par talent, très certainement, mais par réputation, par petite tractation. Puis il y a beaucoup de ça dans le non-merci, être intimidé par de vagues gazettes, là, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, clairement l'aspect de... J'évolue dans votre milieu, mais je suis moralement impeccable. C'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si ça a pris du temps avant que ce livre-là soit reconnu à sa juste valeur. Ça a été un énorme succès populaire, la pièce, puis là, a été représentée, etc. Ça a fait un nom à Rostand, mais dans les cercles littéraires officiels, c'était très peu reconnu pendant très longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait. Si les gens étudiaient la littérature en France, les gens n'étudiaient pas Rostand. Ah, je savais pas. C'était vu comme une œuvre populaire, pas digne d'être étudiée par les grands qui connaissent vraiment ce qu'est la littérature, alors que aujourd'hui, c'est à sa face même, tout le monde comprend bien que c'est un très, très grand livre, c'est une grande œuvre. Mais là, ça c'est peut-être un lien avec ce que dit de Bergerac là-dedans, en fait, tous ceux qui sont habitués quêter de l'argent pour survivre, de faire 1001 compromis, dans la vraie vie, et sans vouloir insulter la totalité du milieu littéraire de l'époque, ces mêmes gens-là, ou leur équivalent, n'ont pas voulu accorder à Edmond Rostand et à Cyrano de Bergerac le mérite qu'ils avaient. Très bon, très juste. Mais en même temps, lui, il vient d'un milieu aisé. Ah, totalement, oui. Son père ou son oncle était banquier. J'ai jamais eu de problème matériel. Enfin, au début de sa vie, là, je vous avoue que j'ai arrêté au milieu de sa biographie parce que... C'est ennuyant. Ouais, ça m'a... c'est correct. Ça m'a pas tellement plu, là. C'était peut-être le livre en tant que tel, moins que la vie de Rostand, mais bon, j'ai pas accroché. Mais non, t'es un grand bourgeois, il me semble, de la grande bourgeoisie marseillaise. Il y avait une maison de campagne, si je me souviens bien, dans les Pyrénées. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais enfin, plus dans le sud-ouest, là, dans le sud-ouest de la France, il me semble. Exact. Puis, à mon tour de lire un truc. Vas-y. Quand Roxane se rend compte que de toute la généreuse imposture, il dit « J'ai fait votre malheur, moi. » Et là, Cyrano, pour la rassurer, et surtout pour, je sais pas, mettre l'accent sur le fait qu'il n'a eu que des déboires avec la jante féminine, dit « Vous, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie.
grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, absolument magnifique. Ouais. J'allais lire la même citation. Ouais, non. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. C'est très, très beau. Très simplement. Ouais. Oui, et quelques lignes plus loin, Roxane dit « Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Absolument. » Tragique là-dedans, quand même. Moi, l'acte 5, c'est à ce moment-là que j'ai pris cette note-là. C'est venu comme clore une réflexion ou faire aboutir une réflexion que j'avais. C'est à quel point Cyrano est quelqu'un d'érudit et d'éduqué. Puis on le voit qu'il n'y a pas de moyens, il vit dans son coin, etc. Mais dans son coin, dans la caserne, là, mais il a sa chambre avec ses livres, puis etc. Mais il est comme coupé un peu des grands cercles de la haute société. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement érudit, comme il s'en trouve peu. À cette époque-là, les gens qui ont cette érudition-là, ça va souvent être des gens qui vont être moines ou qui vont faire des études. Lui, c'est pas son cas. Il n'est pas particulièrement religieux. D'ailleurs, on le voit dans le 5e acte. Il en est fait mention à quelques reprises. Mais à travers tout le livre, là, Rostand a comme mis des petits indices comme ça. Il lit Copernic, il lit Descartes, il lit Homère. On en a parlé tantôt. Quand il s'apprête à mourir, il dit qu'il veut rejoindre Galilée et Socrate au paradis. Tu me permets de l'aller? Oui, vas-y. Il dit Le Bray, je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Plus d'une âme que j'aime doit y être exilée et je retrouverai Socrate et Galilée. Très beau. Ouais. Excuse-moi, Non, ça va. Et à peu près au même moment, là, j'avais pris le passage en note. Il fait un peu le résumé de sa vie, il se décrit. Puis là, il dit philosophe, physicien, rimeur, pardon, ouais, c'est mon écriture. Bretteur, musicien et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, C.J. Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais quand il fait ce résumé-là de tous ses qualificatifs, de toutes les choses qui l'ont intéressé ou de tout ce qu'il a fait, on voit que par ses connaissances, par ce qui l'a intéressé, puis là, comme je l'ai dit avec toutes ses lectures, il essaye d'être un homme complet d'une certaine façon. Il essaie de toucher un peu à tout, la philosophie, l'astronomie, la physique, etc. Donc, il y a une très grande culture. Et pourtant, à cette époque-là, quelqu'un qui est capable de s'adonner à ce genre d'éducation-là, d'une éducation libérale, c'est quelqu'un qui a les moyens de le faire, c'est quelqu'un qui a le temps. Parce que, bon, si la grande majorité de la population n'avait pas cette éducation-là, c'est parce qu'il travaillait constamment, il n'avait pas le choix. Il fallait être un aristocrate, un noble, pour avoir le temps libre nécessaire pour avoir cette éducation-là. Mais lui, il n'en est pas un. Non. C'est pas un noble de rang. C'est un noble d'esprit. Puis ça vient ressortir ça, faire ressortir cet aspect-là de sa vie davantage, je trouve. Il n'y a pas d'argent, il est pauvre. Donc, a priori, il ne devrait pas avoir cette éducation-là. Mais il l'a. Il est donc d'autant plus noble. Très juste. Je pense que c'est une des remarques que j'aurais à faire, disons, en conclusion par rapport au personnage. Et c'est très proche du vrai Cyrano, d'ailleurs, qui a écrit des pièces de théâtre, romans, des traités de physique. Vraiment, c'est un intellectuel qu'on pourrait dire complet. Excuse-moi, David. Je pense que c'est Alexis qui a dit la citation tantôt, mais je veux la répéter. J'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Donc, cette polyvalence-là est un peu là-dedans aussi, c'est vrai, dans cette citation-là. De prendre la vie à bras-le-corps et de la vivre totalement dans tous ses aspects. Oui, voilà. Très bon. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à dire. Moi, j'ai fait le tour. J'ai pas mal fait le tour aussi. C'est complet. C'est complet. Alors voilà, c'est tout pour nous. On espère que vous avez apprécié l'épisode. La semaine prochaine, il sera question de Frankenstein de Mary Shelley, qui est un des premiers livres de science-fiction qui sera bientôt porté au grand écran. Alors, on a très hâte d'en parler. Et puis, en attendant, dis-je, mettez un pouce en l'air à notre vidéo, cliquez sur s'abonner, ça nous donne un fier coup de main. À bientôt.